Donc on a cette soirée avec Terre de Liens. Avant de présenter les deux intervenants, je vais vous dire notre environnement. Et d'abord Christophe Leclerc, le maire de Chasmé, qui nous accueille. Merci infiniment. Et du petit coup de main pour la réussite avec, je vais citer son premier adjoint, Thierry Charret, qui nous a beaucoup aidé. Nous avons invité à cette soirée, aux côtés des deux intervenants, les trois organisations syndicales vers qui nous avons l'habitude, agricoles, vers qui nous avons l'habitude de nous tourner. Marie-Claude Moncelon pour la Confédération paysanne, Bruno Vif pour la FDSEA. Malgré de nombreux appels auprès du président du MODEF, nous n'avons pas eu de réponse. Et nous faisons donc sans lui. Bernard Perrin, que je ne présente pas, les deux intervenants sont des Bourbonnais, ce qui n'est pas pour nous sans importance, parce qu'on va parler de choses concrètes que nous pouvons presque toucher du doigt, au moins géographiquement. Et Christophe Camarès, à ses côtés, qui est là, et qui tous les deux se présenteront un peu plus s'ils le souhaitent. Mais avant, peut-être, je me tourne vers vous, juste pour dire que nous sommes dans votre commune et que c'est à vous que la première parole revient. Eh bien, merci à vous, merci pour l'accueil, mais merci aussi pour cette belle organisation de conférences. Alors, on a un petit peu l'habitude à Chasmé de faire des conférences depuis quelques années, et vous verrez qu'on est très attachés. Ça me fait plaisir d'écouter le mot terre, le mot terroir, puisque nous, à Chasmé, on parle de notre territoire. Alors, la première fois où on a mentionné comme quoi on était fiers de notre territoire, on nous a regardé avec des grands yeux. Nous sommes une modeste commune de 500 habitants, mais où il fait bon vivre et où on défend nos valeurs. Alors, on défend nos valeurs à différents niveaux, que ce soit surtout le bien-être et le bien-être, je dirais, de notre ruralité, de notre agriculture. Alors, on est dépassé, on n'a pas la main sur l'agriculture. Vous voyez, quand vous arrivez, si vous arrivez de la Chapelaude, vous voyez le bocage, et vous voyez notamment une ferme sur votre gauche quand vous arrivez, la ferme de Xavier Curaste, qui est élu à Chasmé, et qui est pour moi une ferme représentative de notre bocage, c'est-à-dire qui replante des arbres. Les vaches pâturent toute une journée, vous n'allez pas avoir d'ensilage, vous n'allez pas avoir toutes ces choses-là. Bon ben voilà, ils cultivent ce que je qualifierais peut-être à l'ancienne, mais c'est l'agriculture que l'on prône et que l'on adore. Et si vous venez de Vallon-Sully, vous avez l'autre vision, vous avez plus de haies, vous avez des grandes fermes céréalières, et si vous tournez juste derrière, vous avez à peu près aux alentours de 300 ou 400 hectares sans aucune haie, et qui se touchent. Bon ben, aujourd'hui, c'est peut-être pas l'agriculture que l'on recherche, mais malgré tout, c'est l'agriculture que l'on a aujourd'hui. Alors nous, on est fiers de notre territoire, on le défend à différents niveaux, que ce soit au niveau du patrimoine, on peut le voir juste derrière, on en est fiers, on voit notre patrimoine renaître, une propriété qui était vraiment en friche pendant 20 ans, et qui renaît en plein cœur de bourg, et on avance doucement au niveau des travaux, mais fièrement. Et on en parlait tout à l'heure avec la presse, qui me disait, bah lundi, quand j'ai pris la photo, il y avait moins de tuiles, aujourd'hui il y en a de plus en plus. Et on défend notre territoire par rapport au paysage, je dirais. Alors, vous en avez écouté parler aussi dans la presse. Nous sommes contre l'éolien dans notre bocage. Alors, on ne va pas faire un débat aujourd'hui sur l'éolien ou sur le photovoltaïque. Mais aujourd'hui, c'est une des valeurs que nous, on ne voudrait pas trop voir sur notre territoire parce qu'on estime qu'elle ne correspond pas. Et on peut annoncer avec fierté, hier ou avant-hier, comme quoi on a eu les résultats de l'enquête publique d'un projet qui était à la porte de Chasmé, mais sur la commune d'Aude, mais beaucoup plus près de Chasmé, où les commissaires enquêteurs, des fois c'est pas toujours le cas, mais ont entendu la population, ont entendu les élus qui s'étaient prononcés contre, et ont donné un avis défavorable à ce projet à l'unanimité. Tout est dans les mains du préfet. Normalement, je crois que j'ai un rendez-vous téléphonique avec monsieur le sous-préfet demain. Donc, appuyer dans ce sens pour qu'ils nous suivent. Mais tout ça pour vous dire, et je ne vais pas être beaucoup plus long, on pourrait mettre d'autres projets. Comment? Alors, il suivra, moi, avec mon modeste vécu d'élu, j'en suis qu'à mon 3e mandat, 2 mandats de premier adjoint, 1 mandat de maire, mais même si je n'ai pas trop de croyance de ce côté-là, j'aime bien voir l'écrit, je crois plus ce que je vois. Parce qu'on nous a annoncé des choses des fois, et après on s'aperçoit que c'est un petit peu l'inverse. Donc tant que ce n'est pas acté, nous on est un peu comme
comme les anciens combattants où on sort les fourches, les faux. Oui, les faux. Et les marteaux, et on se dit, bah, nous on est là et on défend notre territoire. Et on défendra bec et rondou. Et on veut être écouté et que nos valeurs soient respectées. Ce n'est pas des valeurs que l'on veut affirmer, mais juste respecter ce que nos concitoyens veulent. Aujourd'hui, on est passé des 500 habitants. Quand on demande aux gens pourquoi ils viennent habiter là, mais ils nous disent parce qu'il fait bon vivre et parce qu'on est bien à la campagne. Donc il faut respecter nos campagnes, il faut respecter leurs décisions. On est là un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a créé la maison du randonneur quand vous allez sur Vallon-Sully ou de Digue-Vendrée, proche du centre de la France. Le seul et l'unique centre de la France, bien sûr, égalé, pas jamais égalé, pardon. Voilà, on a créé la maison du randonneur qui va être fortement occupée. J'étais à la mairie tout à l'heure parce que Didier va être en congé pendant 15 jours. Et quand on regardait le planning de l'occupation de la maison du randonneur, alors ce week-end et les jours à venir, par des clubs de randonnée extérieurs, on la met à disposition gracieusement. Et on se dit que c'est un bel outil pour venir découvrir nos campagnes et puis promouvoir notre territoire. Donc voilà, donc on est tout à fait en lien et je pense en adéquation par rapport à vos valeurs, vous l'aurez compris. Si vous permettez, je vais peut-être laisser la parole à Thierry, je peux vous prendre la parole sur l'agriculture. Juste dire 2-3 mots. Dans le débat. Ou alors sur le débat. Peut-être juste au début, Pierre, pour expliquer aux gens dans quelle terre ils sont ici. D'abord, c'est vrai que Terre de Liens, c'est une expérience intéressante. Moi, j'aime bien l'idée, j'aime bien la forme associative que vous développez. Ça crée du lien, ça crée des projets et ça construit des dynamiques. Christophe l'a dit, nous on s'appuie beaucoup sur la richesse associative dans la commune. C'est ce qui nous permet de créer du lien social. Vous avez ici le grillon, c'est pour ceux qui vont casser la croûte tout à l'heure, c'est des bénévoles qui l'ont préparé. Et ça nous permet d'avoir un lieu de vie, c'est une épicerie Slibar qui est hyper importante pour nous. Donc l'expérience de Terre de Liens, elle est pour nous très importante. Par rapport, Christophe parlait du patrimoine, effectivement on en est très fiers, on essaye de le mettre en valeur, parce qu'il y a quelques années encore, moi je me souviens, il y a une vingtaine d'années, les gens ici disaient c'est moche, il n'y a rien à voir et tout. Nous on pense totalement l'inverse, on pense que c'est très riche, et c'est pour ça que Christophe l'a dit, on essaye de se battre pour le préserver au maximum. Au maximum. Bonsoir. Après, pour parler agriculture ici, il faut parler aussi un petit peu d'histoire. Il faut parler d'histoire. Et l'histoire de cette commune, elle est marquée par cette histoire où il y avait les métayers, les riches, qui exploitaient les plus pauvres. Et cette histoire, elle est très présente dans la commune de Chassenay. Elle a forgé la commune. Elle a aussi forgé notre environnement, mais c'était très vrai. Parce que des gens ici, suffisamment aisés, se partageaient les terres. On est en train de faire un travail historique sur la commune. On s'apercevait qu'il y avait à peu près 3 gros propriétaires qui exploitaient des métayers. La maison du garde, qui est en pleine rénovation là-bas, elle est le témoin de cette histoire. En fait, le garde, les bourgeois ne venaient pas dans cette maison, mais ils avaient mis un régisseur, et le régisseur veillait à ce que les métayers apportent le bien qu'ils leur devaient là-bas. Donc c'est aussi un témoin de cette histoire. Et effectivement, l'agriculture, ces 30 dernières années, pour l'avoir connu un petit peu, a énormément changé ici. On avait beaucoup plus d'exploitants. Maintenant, avec 50 hectares, on ne fait plus rien. Donc, je pense, Christophe, mais on a une vingtaine d'exploitants à peu près sur la commune, majoritairement de l'élevage, et puis quelques cultures importantes. Voilà. Alors, des terres libres ici, il n'y en a pas, je ne pense pas. Des propriétaires, encore des gros propriétaires qui ont hérité justement de ces gros bourgeois qui possèdent des terres et qui les laissent en fermage. Et puis le grand défi, c'est de veiller à ce que la terre, elle continue à nourrir les hommes. Et Christophe parlait de l'éolien, on a le photovoltaïque. Christophe, toutes les semaines, il a un projet de photovoltaïque voilà, parce que les gens, ils veulent aller essayer de récupérer du gain. Et puis on a aussi autour de nous des méthaniseurs qui prennent pas mal de terrain. Et c'est du terrain qu'ils exploitent pour faire vivre le méthaniseur. Donc il y a de grands défis, à réaliser. Et puis oui, quelle place pour l'agriculture demain, ça nous intéresse au plus haut point. Voilà, c'était juste pour situer un peu l'environnement dans lequel se situe Chassenay. Pour celles et ceux qui pensent que le maire et le premier adjoint, excusez-moi, avec le privilège de l'âge, je peux le dire, ont exagéré, se trompent. Il suffit pour un urbain amoureux du rural comme moi de lire
la montagne, et je remercie son représentant qui est ici, les articles sur Chasmé dans la montagne, c'est fréquent, en bonne place, bien fait et bien représentatif. Donc bravo, c'est quelque part le témoignage de votre activité. Finalement, à tous les deux, je vous dis, on est dans les deux exposés, on n'est pas loin du cœur de notre soirée. Vous parlez de mots, terre, lien, agriculture, jeunesse, bio. Moi, j'ai lu un peu sur Terre de Liens, j'ai retenu ces mots très attachants, mais je m'arrête et je me tourne vers toi. Oui, Bernard, pour introduire, et après tous les deux, vous menez le débat comme vous l'entendez. Après, on échangera. Après, je crois qu'il y aura un trompe gosier sec. Et puis, à la fin, on aura un petit linge, en tous les cas pour celles et ceux qui se sont inscrits. Allez. Donc, Bernard Perrin. Alors, vous avez parlé de métayage. Alors, moi, je suis fils de métayer. Donc, mon père était métayer sur la commune de Lafline. Donc, il a fait toute sa carrière de paysan sur la commune de Lafline. Et il m'a déconseillé de prendre la suite. Donc, je suis parti dans l'industrie. Et je suis revenu à Lafline à la retraite. Voilà. Et donc, je me suis engagé à la Terre de Liens, ça fait 6-7 ans, je crois. Alors, c'est quoi Terre de Liens? C'est un mouvement citoyen qui est reconnu d'utilité publique et qui œuvre pour préserver les terres et installer des paysans qui ne sont pas issus du milieu agricole, qui n'ont pas de terre à disposition. Et donc nous, on est là comme facilitateur pour pouvoir les installer. Alors notre mouvement, il est basé sur, il a 3 piliers, on va dire. Et donc une association, enfin des associations territoriales. On a une association Auvergne, c'est les anciennes régions, association Auvergne. Et on a une foncière et une fondation Terre de Liens. Donc c'est la foncière qui achète les terres. Et nous, association, donc on est en amont pour trouver les terres et puis pour accompagner les paysans dans leur projet. Et puis suivre après, une fois qu'on a fait l'acquisition et qu'ils ont les terres, qu'ils exploitent les terres, suivre un peu comment ça se passe. Donc on est en bio, systématiquement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors donc, on a 4 fermes dans l'Allier. On en a une à Venat, pas très loin d'ici. Une à Saint-Hilaire. Une à Fleuriel. Et une 4e qu'on vient d'acquérir à Chouvigny. Alors, donc Chouvigny, c'est le projet, enfin c'est moi qui l'ai suivi, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce projet. Et on vient de faire l'acquisition là. C'est un collectif. Alors à l'origine c'était un agriculteur qui était installé avec son père, et puis voyant qu'il arrivait à la retraite, qu'il n'avait pas de repreneur, donc il était en élevage bovin. Il s'est dit, bon, il faut que je trouve une solution pour que cette ferme perdure. Et il a réussi à monter un collectif avec des gens maintenant qui se sont installés avec lui. Donc il y a une fromagère, il y a 2 maraîchers et il y a une paysanne boulangère. Et lui qui continue donc en bovin laitier, puis ils ont des moutons aussi. Et donc c'est une exploitation qui tourne très bien. Et donc nous, on a acheté les terres, c'était signé il y a un mois. Voilà. Et donc pour eux, ça n'a rien changé, sauf que les terres qui appartenaient à Marc Giraud, qui était le paysan à l'origine, il a pu se libérer de ces terres, et c'est nous qui les avons maintenant. Et alors, ils ont gardé un ensemble de parcelles en fermage, et au fil du temps, certainement que certains propriétaires vont vendre leurs parcelles. Parce que là, on a acheté à 12 propriétaires quand même. Il y a celle du paysan à l'origine, et puis 12 autres propriétaires qui nous ont cédé la terre. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Donc on fonctionne avec de l'épargne solidaire.
Hein, donc on achète des actions. Donc alors, on a un certain nombre d'adhérents à l'association, adhérents qui, pour certains comme nous, deviennent bénévoles, mais pas la majorité bien sûr, comme dans toutes les associations. Et puis eh ben, il y a des gens qui investissent de l'argent dans des actions. Et c'est ça qui nous permet d'acheter des terres. Et puis après, bien sûr, on a un fonctionnement comme qu'un propriétaire classique, c'est-à-dire que on loue les terres au prix des locations qui se pratiquent en fonction des arrêtés préfectoraux qui précisent ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc on est en bio. Hein. Voilà, donc c'est des baux environnementaux ruraux hein, qui sont signés. Et ce qu'on tient aussi à préserver, c'est que les agriculteurs, enfin les paysans, soient vraiment insérés dans le... Ils ne fonctionnent pas tout seuls dans leur coin, mais ils soient vraiment insérés sur le territoire, et dans des marchés, et donc ils vendent sur les marchés locaux, etc. Vous installez surtout des hors-cadres? Ben oui, c'est plutôt des hors-cadres, ouais. Parce que c'est eux qui n'ont pas de terre, et c'est très difficile de trouver des terres quand on est hors-cadre. Et puis il faut de l'argent aussi en plus. Bien sûr. Il faudrait que tu précises ce qu'est un hors-cadre, peut-être, que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Ben, hors-cadre, c'est des jeunes agriculteurs qui ne sont pas issus du milieu agricole, quoi, dont les parents ne sont pas agriculteurs, donc qui ont beaucoup plus de difficultés à s'installer, puisqu'ils n'ont pas... ils ne prennent pas la suite, quoi, ils ont rien, quoi, ils n'ont pas de ferme, d'héritage ou de succession. Quoi. Ils en ont marre de la vie citadine et de Voilà. leur métier, et ils veulent vivre autrement. Et Voilà, ils montent un on projet. les a pris, si je peux préciser, on les a pris quelquefois pour des rigolos, mais on a souvent des exemples qui fonctionnent, c'est des gens qui fonctionnent très bien, qui ont pu changer, qui en ont marre des transports, qui en ont marre de la foule, qui en ont marre de la vie parisienne, quoi, et qui veulent venir, qui font des formations, et c'est très sérieux. Et bon, il y en a comme partout, hein. Il y en a peut-être qui échouent, mais il y en a quand même une majorité qui réussissent. Alors ce que je voulais préciser aussi, C'est un type d'agriculture un peu différent de celui qu'on a pensé, quoi. Mais bon, alors quand on je respecte. achète une propriété, il faut que les terres soient en bio ou en passe de le devenir, mais il faut aussi que les porteurs de projets, qu'il y ait un porteur de projet en face. Et donc on analyse son dossier de fond en comble, comme dans la manière classique, ça ne se fait pas. Donc nous, on va pousser au maximum pour vérifier que son projet est viable et qu'il va pouvoir en vivre, quoi. Parce qu'on ne va pas lancer quelqu'un qui va échouer au bout de quelques temps. Donc avant d'acheter, il faut qu'on ait un porteur de projet en face qui soit sérieux, avec un projet qui tienne la route. Pour reformuler, on ne s'intéresse pas à des terres si en même temps il n'y a pas un porteur de projet qui est intéressé par les terres. C'est une condition nécessaire pour que nous nous y intéressions. Sinon on ne s'y intéresse pas. Et puis aussi, ce qu'il faut rajouter peut-être, c'est qu'on ne va pas acheter des terres et puis les garder et les avoir sur les bras comme ça. Parce que derrière, on a quand même des gens qui ont mis de l'argent. Et s'ils ont mis de l'argent qui ne sert à rien, pour nous, c'est pas acceptable. Hein, donc il faut qu'il y ait des revenus du fermage pour pouvoir continuer à acheter d'autres terres, quoi. Bruno Vif les présentait pour la FDSEA et Marie-Claude Moncelon pour la Confédération Paysanne. Excusez-moi tous les deux. Allez-y, continuez, dialoguez. Et au niveau des exploitations, ça représente à peu près combien d'hectares ou que chacun peut prendre s'ils le prennent à plusieurs? C'est des petites structures? Oui, par exemple, à Chouvigny, c'est 100 hectares. Nous, on en a acheté 50. D'accord. Et ils en ont 50 en fermage à d'autres propriétaires. Mais alors, on a une ferme de 150 hectares, mais c'est l'exception. C'est plutôt des petites structures. Et souvent du maraîchage, mais pas que du maraîchage, mais souvent de l'élevage de petits ruminants. Un bovin, un chèvre.
Au bras, pardon. Production fromagère. Oui, aussi, oui. À Saint-Hilaire, c'est bien ça. Oui. C'est ça. Donc il y a à peu près, Terre de Liens, c'est à peu près 200 fermes, Non, 400. 400 En fermes. France, oui. Alors je voudrais revenir un peu sur l'aspect pourquoi Terre de Liens rachète des terres. En fait, tel que l'a expliqué Bernard tout à l'heure, tout un chacun peut acheter des parts à l'intérieur de la foncière. Donc vous achetez une part, ça arrive dans un pot commun. Une terre avec un porteur de projet se présente, on étudie le projet, on est d'accord pour acheter les terres, on va piocher à l'intérieur du pot dans lequel il y a toutes les réserves financières de la foncière et on achète les terres. En imaginant cela de cette manière, ce que je veux arriver à vous faire comprendre, c'est qu'en fait, chaque porteur de part est propriétaire d'un petit bout de chacune des fermes. Et le fait qu'il y ait autant de propriétaires fait que, mais c'est pas tout à fait vrai, j'embellis la vérité, fait que le jour où on veut vendre cette terre, ben, il faut l'accord de tous les propriétaires. Or, c'est quasiment impossible à obtenir, donc l'image à laquelle je vais arriver, c'est le bien commun. Quand Terre de Liens achète des terres, ça devient une forme de bien commun. Elles sont retirées de l'aspect, on leur retire voilà, de tout l'aspect spéculatif. Elles n'ont pas de destination à être revendues. C'est très important. Quand on... tout à l'heure, tu as cité, non c'est toi qui l'as cité, quand on arrive du côté d'un côté ou de l'autre, on n'a pas le même paysage. D'un côté, on a des grandes étendues de terre sans haies, mais qui sont un assemblage de parcelles. Et de l'autre, on a un mitage, quelque part, c'est un ensemble de propriétés, mais avec des terres qui sont séparées par des haies, mais qui sont répandues un petit peu partout. Imaginons deux formes de propriété, donc celle que l'on vient d'imaginer, donc avec un mitage, et d'autres où toutes ces parcelles sont rassemblées sous une seule parcelle en fait, hein, mais avec des haies partout en travers. On peut se demander quelle est celle de ces deux propriétés qui est la plus intéressante et qui va se vendre le plus facilement. Celle où il y a beaucoup de mitage, l'agriculteur, quand il faut qu'il aille de sa ferme pour aller entretenir la parcelle qui est la plus lointaine, il part avec son tracteur, un broum broum broum, et puis il consomme une quantité de gasoil phénoménale, et puis en arrivant là-bas, j'ai oublié la quai à pipe. Bon, alors, ça peut être intéressant, mais sur le plan environnemental, c'est pas formidable. Quand on a, a contrario, un ensemble de terres qui sont toutes rassemblées, ben, l'agriculteur, à la limite, le tracteur, il ne sert qu'à faire de courts déplacements. Donc, en fait, c'est intéressant comme forme. Mais très vite, en fait, la nature et l'agriculteur, alors là, tu m'arrêteras, vous m'arrêterez si vous pensez que je dis une bêtise, et il dira avec son tracteur, je ne peux pas bouger à l'intérieur de cette parcelle, et donc, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va enlever une haie pour avoir un petit peu plus d'espace pour arriver à... Donc, vous voyez qu'il y a deux formes, quelque part, de propriété, un mitage, qui a des inconvénients, et des parcelles toutes rassemblées au même endroit qui permettent éventuellement de faire des cultures extensives, mais qui ont des avantages mais aussi des inconvénients. Voilà, tout dépend aussi du type de production. Donc en élevage, quand on a des animaux, ben, là, je te dirais les éléments environnementaux, les haies, les arbres sont nécessaires, hein, déjà pour l'ombre, pour la protection des animaux. Et c'est vrai qu'en culture, ben, un arbre et une haie, ça gêne plus forcément pour circuler avec le tracteur. Vous voyez bien les outils qu'il y a aujourd'hui, hein, il y a des tracteurs de plus en plus puissants, du matériel derrière qui est de plus en plus large.
Alors évidemment, hein, c'est ce qui se passe depuis, c'est pas récent, hein, ça se passe depuis les années 60. Hein, je veux dire, en région céréalière, les haies, là vous êtes un peu mixte, hein, comme j'ai compris, là, vous n'êtes pas très loin des régions céréalières, vous n'êtes pas loin du Cher. Hein. Donc les haies et les arbres disparaissent dans ces régions-là. Alors que dans la région d'élevage, on conserve le bocage, quoi, par nécessité. Enfin, aujourd'hui, Mais c'est vrai que puis ça a un coût aussi, l'entretien du haie. Aujourd'hui, il y a des mesures dans la politique agricole commune, il y a quand même des mesures en faveur de l'environnement, mais qui, je pense, ne sont pas suffisamment incitatives aujourd'hui pour... vous avez des gars qui replantent, ben c'est très bien, mais je pense que c'est encore pas suffisamment incitatif pour qu'il y ait un nombre important d'exploitants agricoles qui replantent. à ma connaissance, il y a l'obligation de replanter autant de longueur de haie qu'on en arrache. Si on arrache, on replante. Ouais, c'est ça, il faut le maliner. Hein. Mais du coup, moi je trouve que dans les aides environnementales par rapport à l'agriculture, l'aide qui est apportée pour entretenir un métrage de haies est absolument dérisoire. Donc du coup, effectivement, si l'agriculteur il a 10 parcelles d'un hectare, ça fait vite beaucoup de kilomètres de haies. Et ce qu'on leur donne comme aide, c'est peanuts par rapport au temps et au matériel qu'il faut avoir pour le faire. Mais d'un autre côté, nous à la Confédération Paysanne, on pense que même si on fait des céréales, et quel que soit le type d'agriculture, on est à un moment où par rapport aux limites planétaires et au changement climatique, il est très important de mettre en œuvre tout un tas de choses pour garder de la biodiversité et qui sera favorable de toute façon pour les rendements, même si on a l'impression qu'on va perdre du temps ou on va perdre des mètres de culture, on a maintenant tout à gagner à remettre des choses en place pour que ça soit vivable et productif pour l'agriculture et aussi pour les gens. Enfin, je pense que dans l'Allier, personne n'a envie d'habiter dans un truc où il n'y a plus rien de... Tout est horizontal et rien de vertical, donc voilà. Donc il faut prendre ces choses-là en compte. Et dans le cadre des transmissions, puisque finalement vous intervenez souvent dans ce cadre-là, la difficulté c'est de mettre en relation un porteur de projet, sachant que les gens qui viennent, qui ne sont pas du milieu agricole, ou même qui le sont finalement, peuvent amener des projets très alternatifs. Qui ont existé, si on prend Marc Giraud il y a 40 ans, Marc Giraud à Chouvigny, avec Marie Couval, c'était déjà très alternatif à l'époque par rapport à ce qui se faisait classiquement, parce que déjà ils voulaient être en bio, qui était un truc, voilà, bio, ça n'existait pas, finalement on n'en entendait pas parler. Et du coup, moi je trouve que le collectif qui est en train de se mettre en place, c'est une nouvelle forme d'agriculture où ils vont être plus collectifs, complémentaires et qui va permettre d'utiliser une exploitation telle que celle-là. Voilà, donc il faut pouvoir laisser la place à des gens qui sont très alternatifs et moi je trouve que des fois dans les projets, parce qu'il faut rentrer dans les cases et le fait de vouloir rentrer dans les cases, des fois ça oblige des porteurs de projets, moi j'en vois à Solidarité Paysan, qui au bout de 4 ans se retrouvent dans un truc, mais finalement ils n'auraient jamais dû commencer de la manière dont ça a été amené, parce que et ben voilà, il faut faire un plan, il faut effectivement avoir des objectifs, mais des fois les investissements sont trop lourds par rapport à la rentabilité de la chose, et qu'en fait peut-être des installations plus progressives permettraient de tester des choses. Oui. Mais en fait, la vie ne nous permet pas tellement de tester des choses. Mais il y a de plus en plus de gens qui veulent s'installer en collectif. Ouais. De plus en plus. Et donc justement, tu parlais de Chouvigny. Le collectif permet à Marc de prendre un week-end de congé, parce qu'ils sont tous capables d'assurer la traite des vaches. Ils sont polyvalents un minimum pour faire fonctionner quand il y en a un qui est absent. Et donc tout l'intérêt du collectif. C'est précieux. Ouais.
Alors, quelles sont vos relations avec Juste les... une chose. Oui, pardon. Excuse-moi. Ils sont en train de défaire tout le règlement de notre fonctionnement habituel, et quel plaisir de défaire ce règlement. Je voulais simplement vous dire, à vous toutes et tous là, faites comme eux, on va faire un dialogue de tous là maintenant. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais allez-y, d'accord, pas d'accord. Moi j'ai une idée sur le rôle des haies, notamment vis-à-vis de la retenue de l'eau. Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Ici, c'est fondamental. Mais en même temps, je suis moins indifférent à la suprématie, etc. Vas-y. Non, simplement, moi, je voulais vous poser la question, quelle relation vous avez avec les autres organismes professionnels agricoles, notamment le grand gestionnaire du foncier, c'est quand même la SAFER aujourd'hui. Alors on est en partenariat avec la SAFER. Voilà, ouais. Donc moi, ils je sont pense en toujours tant dans que, le... bon, je suis membre du comité technique depuis Ouais. bientôt, Jean-Louis, une vingtaine d'années. Je suis à la SAFER, Ouais. comité technique allié. On a un pouvoir, enfin on n'a pas... on a un avis consultatif, mais on est quand même suivi. Donc nos projets... On ne sait pas forcément quand Terre de Liens est sur un projet. C'est ça que... Ah ben, par rapport aux salariés, si on est... Je suis sur un nouveau technicien. projet, par exemple à Marcenat, Amélie Josse, la salariée, elle est déjà dans le coup, hein. Ça fait déjà, je sais pas, 2-3 mois, quoi. Après, donc, la SAFER, elle a ses priorités aussi. Ouais. Et vous avez quand même à chaque fois des dossiers prioritaires, quoi, souvent. Enfin, le dossier que vous montez, je veux dire, c'est pas des dossiers d'agrandissement, c'est surtout des dossiers d'installation. Oui, tout à Et fait. c'est la première des priorités Oui. pour la SAFER aussi. Donc, la SAFER ne peut pas aller contre une installation. Oui. Même s'il y a le voisin qui a envie de s'agrandir. Et Surtout que l'installation était faite, par exemple. pour ce cas, il Pour était... ce cas, Marcenat, ça va être ici. C'est des projets aussi c'est déjà pas... Oui, c'est un peu compliqué, faits. mais... C'est compliqué, mais bon. Mais effectivement, quand le cas de Chouvigny, pour nous, c'était assez confortable. Ben oui. Enfin, je dis assez, parce que c'est toujours compliqué quand même, parce que on cherche vraiment à être sûr que ça marchera et qu'on n'investit pas n'importe où, quoi. Et c'était assez lourd, parce qu'il y avait une multitude de propriétaires aussi, et donc ça demandait un travail. Même des propriétaires, on ne savait même pas où ils étaient, quoi. Parce que des fois, c'est des petites parcelles, mais on tient à ce que, voilà, il y ait une cohérence dans l'acquisition. Et ce que... Marie-Claude, vous a parlé de transmission. C'est pareil. Donc on a des candidats à l'installation, mais malheureusement qui n'ont pas de foncier, qui n'ont pas de ferme à reprendre, quoi. Oui. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien entre les cédants et entre les futurs repreneurs, quoi. Les gens qui ont l'intention de s'installer ne sont pas toujours mis en relation avec les cédants. Ah, Ça, c'est le rôle de la Chambre d'agriculture. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit... Ce que je voudrais dire sur les cédants qui aujourd'hui, c'est que les fermes se sont agrandies, c'est 300, 400 hectares. Ça, c'était grâce à la PAC, il y a des aides à l'hectare. Et donc, les fermes se sont agrandies, et maintenant, dès qu'il y a une terre qui se libère, voilà, le fermier qui a déjà 300 hectares, il va acheter encore une dizaine d'hectares à côté. Seulement, quand il va arriver à la retraite, s'il n'y a pas les enfants pour reprendre, et cette ferme, elle est intransmissible, parce que c'est tellement grand. Tout à fait. Quelqu'un qui n'est pas issu du milieu agricole, qui n'a pas les moyens, il ne peut pas prendre ça. Donc c'est très compliqué. Après, il faudra trouver des solutions pour redécouper. Et ça va être des actions de l'avenir où il va falloir trouver des solutions. Quand on a eu cette réforme fondamentale de la politique en 1992, on avait tout de suite, nous, la FDSEA, on s'est positionné pour le plafonnement des aides. On a dit si on ne plafonne pas les aides, ça sera une catastrophe pour la reprise des exploitations dans quelques décennies. Et c'est ce qui se passe. On est dedans. C'est ce qui se passe. C'est évident. On sait très bien qu'il y a des gens qui s'agrandissent, c'est pas pour produire plus, c'est pour avoir des aides supplémentaires. Quoi. Ouais, Ça, et le que plafond, le système, il est fait pour aller là-dessus, quoi. Il faut... la rentabilité est quand même faible. On ne peut pas dire que les agriculteurs ils tirent un bénéfice formidable de leur travail. Du coup, il y a la PAC,
c'est vrai que si on enlevait la PAC du jour au lendemain, franchement, il n'y a plus personne. Ben, il n'en resterait pas beaucoup. Non, je fais ça parce que si on enlève la PAC, pour que le système continue à fonctionner, il faut que les prix de vente des agriculteurs compensent. Aujourd'hui, vous vendez à vil prix. Voilà, c'est toute la difficulté. Vous vendez à vil prix. Et du coup, ce système insidieux qui s'est mis en place, finalement, voilà, nous amène à des grandes structures. Et puis en fait, la personne, elle est prise au piège là-dedans parce qu'il faut investir pour avoir du matériel plus gros. Et puis une fois qu'on a du matériel plus gros, puis qu'on pense que peut-être on est arrivé à un stade où ça va être tranquille, et ben il faut faire une mise aux normes, ou il faut renouveler telle chose, engager telle culture, et du coup, en fait, ça s'arrête jamais. Et ils arrivent jusqu'à la retraite en étant toujours à faire plus. Il n'y a jamais de moment où ça peut se poser un peu, et du coup, ils sont complètement, enfin, moi je trouve, pour voir mes voisins autour de chez moi, enferrés dans le boulot, tributaires du banquier et des fournisseurs en tout genre, et ils n'ont pas la maîtrise de grand-chose en fait. Et nous, c'est pas ce qu'on défend, quoi. Nous, on défend qu'on ait un peu la maîtrise et qu'on recommence à avoir des circuits plus locaux, plus courts. Mais ça va être compliqué d'embrayer différemment. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, c'est surtout une situation économique, et moi j'irais même plus loin, politique. C'est-à-dire que si ces gens-là sont dans cette situation, c'est parce que on les a emmenés aussi, je pense. Hein. On les a emmenés dans ce sens-là. Comme aujourd'hui, je pense qu'on est en train de les amener. Alors, on aurait une vision sur les terres céréalières. Je rebondirai après sur les haies. C'était intéressant parce qu'on a eu une petite problématique il n'y a pas très longtemps où on a aujourd'hui, je suis sûr, pas loin de 400 hectares. Alors, d'un seul tenant, mais avec différents propriétaires, sans une haie. Et aujourd'hui, il y a un projet de panneaux photovoltaïques. Ce sont des terres céréalières qui, pour moi, sont des terres à fort rendement. Alors, fort rendement, on n'est pas dans la Beauce, mais à fort rendement pour le territoire. Et aujourd'hui, par rapport à ce potentiel, ils nous disent mais non, on préfère mettre des panneaux photovoltaïques. Et comme disait Thierry, la terre est faite pour nourrir l'homme. Donc nous, forcément, on lève les bras au ciel et on dit mais non, nous, on est contre. Alors, je n'explique pas, quand j'ai ces agriculteurs au téléphone, bon, peut-être qu'aux prochaines élections, normalement, les scrutins vont changer, donc on aura moins de coups de crayon, mais inutile de vous dire que ce n'est pas eux qui vont voter pour moi ou pour nous. Mais on est fiers de défendre ce territoire-là. Et parce qu'ils sont poussés financièrement, où on leur dit, mais mettez des panneaux, c'est plus rentable que cultiver la terre. Moi, je bondis, quoi. 10 fois plus, hein. Je bondis. Mais du coup, c'est juste pas possible. Pour les agriculteurs et pour les propriétaires. Exactement. Un propriétaire de foncier, si son fermier arrive à la retraite, franchement, il se dit, mais j'ai bien plus intérêt financièrement à mettre un parc de photovoltaïque qu'à louer à un agriculteur. Et du coup, ça modifie, parce que du coup, ça va modifier les baux au niveau de l'utilisation de la terre. Puis alors maintenant, ils nous vendent ça en nous racontant qu'on va faire de l'agriculture dessous. Bon, bah c'est magnifique, hein, mais il va y avoir plein de moutons, plein de céréales. De l'agrivoltaïsme. Et en fait, voilà, et l'Allier, on est un territoire, la Nièvre, il n'y a pas que les parties céréalières. Dans le bocage, c'est bien, on peut trouver 60 hectares pour coller des panneaux. Hein, donc, c'est ce qu'il nous a fait. Allez, je suis sûr que vous avez des avis. Non, mais les panneaux photovoltaïques, je suis d'accord. Ça fait rien. C'est fait pour... Non, je suis suffisamment vilain comme ça. C'est fait pour nourrir l'homme et la femme, quoi. C'est pas fait pour mettre... Alors, effectivement, financièrement, sauf que, quand il faudra les enlever, ça sera la charge de qui? Et on en fera quoi? Ils ne savent pas. La même chose que les éoliennes. Hein. Les éoliennes, c'est je ne sais plus combien en surface de béton. Bon, alors le paysan, après, qu'est-ce qu'il fait? Il montera un chapiteau, puis il fera un bal populaire, quoi, parce que le béton, il ne s'enlèvera jamais. Hein. Et donc, les haies aussi, je voulais parler sur les... Pierre, tu dis la biodiversité, tout ça, l'irrigation, oui, mais il n'y a pas que... Moi, je m'aperçois que par rapport à 40 ou 50 ans, ou 60 ans, même quand j'étais gamin, on n'avait pas des vents violents comme ça. Et pourquoi on a... Maintenant, c'est tous les 15 jours. Hein. Il y a des vents violents, c'est pas forcément des tempêtes, mais des vents violents qui abattent des arbres, etc. Tout ça parce qu'on a
couper les haies et on a déforesté. Bon, alors les politiques, là, ils ont quand même, ceux d'aujourd'hui, mais ceux de dans le temps aussi, ils ont quand même une grosse responsabilité, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait mettre un ministre ancien agriculteur au ministère de l'Agriculture. C'est vrai que moi, je trouvais que dans le temps, en fait, dans les campagnes, les gens, ils plantaient des arbres, enfin, agriculteurs ou non agriculteurs, ils plantaient des arbres en se disant, c'est pas pour nous, c'est les suivants qui en profiteront. Et maintenant, on plante des panneaux, tirer le pognon tout de suite, et c'est les petits-enfants qui se démerderont à gérer s'il faut démanteler, s'il faut... Donc c'est une drôle de vision du futur, quoi. En fait, on tire maintenant, et ma foi, les suivants géreront. Alors, à un bémol près, c'est que les familles qui vont bénéficier des revenus des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques ne vont pas forcément payer le démantèlement. Parce que si on regarde bien les textes, si financièrement ils ne peuvent pas, c'est à la charge de qui? Contribuable. De la commune, de la collectivité, de tous les administrés. D'où l'importance aujourd'hui, puis on l'a vu quand tu as publié sur les réseaux, comme quoi le projet éolien, le commissaire enquêteur émettait un avis défavorable, ça a liké, comme on dit, hein, mais à fond, on a été vraiment suivi. Donc les gens sont sensibles à toutes ces choses-là, parce que ça, il faut en avoir conscience, c'est que moi, mes enfants, peut-être mes petits-enfants, j'ai pas envie de leur laisser une charge financière de dire tu vas payer pour démanteler des éoliennes ou du panneau photovoltaïque. Et à côté de ça, par contre, tu ne pourras peut-être plus te nourrir. Bon, ça c'était la petite parenthèse, mais bien préciser que ce n'est pas forcément à la charge. Et je suis persuadé que tout va être fait pour pas que ce soit à la charge de certains propriétaires et que ce sera sur le citoyen lambda que reviendra la charge financière. Pour revenir sur les haies, on avait plein de haies avant dans ces parcelles-là. Sylvie, tu as connu toutes ces parcelles. Elles ont été arrachées pour faire les terres céréalières. Du coup, quand vous allez sur Valence-Sully, avant le village de Ville-Vendrée, vous prenez sur la gauche une petite route qui s'appelle Langean, et vous allez voir un panneau. Si vous passez aujourd'hui, vous allez dire, mais à Chassemis, ils sont fous, ils ont un panneau, attention inondation. Je sais pas, moi, je me souviens d'un sous-préfet il y a déjà quelques années, qui était venu, qui a dit stop. On a fait avec Michel Tabutin, la visite de la commune, qui a dit stop. Arrête la voiture venue, il me dit c'est quoi ce panneau? Il n'y a pas d'étang, il n'y a rien autour. C'est tout simplement que l'eau qui vient depuis la route de Saint-Désiré, qui est ici, ramène toute l'eau à travers les collecteurs jusque sur cette route. Forte pluie, de manière, comme on a de plus en plus des phénomènes météorologiques, sur la route, vous avez ça d'eau. Et on n'exagère pas, vous avez ça d'eau. D'où le panneau alerte inondation. Et avant, quand il y avait les haies, il n'y avait pas besoin de ce panneau. Parce que les haies amortissaient et puis gardaient cette eau. Qu'aujourd'hui, elle court, vous imaginez, d'en haut, je ne sais pas la distance, mais il y a plus d'1 kilomètre, largement, d'en haut. Et vous imaginez, l'eau, elle ruisselle. Et tout ça pour dire que les haies avaient leur utilité, certes, pour retenir l'eau. Alors, on ne va pas revenir sur l'abri des vaches et ainsi de suite. Mais moi, je pense qu'une haie, ça peut très bien se lier avec des cultures. Je pense. Mais aujourd'hui, comme on veut plus de choses, et j'en reviens à Xavier Curas qui à l'opposé a une ferme complètement différente, où il replante, où il fait beaucoup de choses. Moi, quand je parle avec Xavier, il n'est pas malheureux. Hein. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Nous, on parle d'élu, on peut le dire, mais il est pas malheureux. C'est dommage qu'ils ne sont pas là d'ailleurs, parce qu'il aurait pu nous apporter son témoignage. Et à l'occasion, on aurait même pu faire une visite de la ferme, et la même de la vigne. Parce qu'on parle des cultures, on parle de ces choses-là, mais avant Chassemet, il y avait quand même énormément de vignes. Et aujourd'hui, à Chassemet, il y en a une Xavier, c'est ça. Alors nous, on a fait une idée un petit peu folle. Puis après, quand on a réfléchi, on a dit on va peut-être arrêter. C'est qu'il y en a une juste derrière nous, là, qui est à vendre. Et on s'était vu de l'acheter à plusieurs et de dire on va travailler la vigne. Ouais. Sauf que travailler la vigne, il faut avoir un petit peu de temps. Et puis il faut y connaître. Je pense que l'ancien exploitant nous aurait accompagnés, le fils de l'ancien exploitant de la vigne nous aurait accompagnés. Mais c'est du boulot, donc il faut du temps, il faut le faire correctement. Mais on s'était vu faire comme une vigne citoyenne un peu. Oui, ça aurait été un projet formidable. Ça fonctionne. Oui, mais aujourd'hui, moi je il manque juste un paramètre, c'est le temps. Ou alors il faut que je m'en libère autrement. Non, mais parce que tu penses qu'à toi. Enfin, tu penses qu'à toi. Par rapport à toi. Mais je suis obligé de m'engager si je le fais.
Je peux pas dire, moi, ok, très bien, j'achète des parts et on fait la vigne, et puis le jour où il y a besoin de travailler dedans, je dis tirer, écoute, donc tirez. Au lieu d'aller faire du vélo, vous allez à 3 ou 4, et puis des retraités, et puis vous allez travailler la vigne. On a un exemple, c'est Fleuriel, je ne sais pas si vous connaissez Fleuriel. Oui. Bien sûr. Eh bien, il y a une vigne qui appartient à une association, et c'est une association qui la gère, c'est pas le maire, hein. C'est une association qui gère la vigne. Je ne parlais pas en tant que maire, je parlais en tant qu'adhérent de l'association. Moi, si je m'engage, je m'engage. Je ne suis pas là, je suis sur Fleuriel, ça. Oui, tu en as aussi de l'autre côté de l'Allier au Verdre. De l'autre côté, tu as aussi toute une associatif. Oui, alors c'est pas associatif, c'est une société. Une société de, je ne me souviens plus comment c'est, qui a des vignes et qui les entretient. C'est Quincy, c'est ça? Non, c'est pas Quincy? Le petit... Je vais dire une bêtise, c'est sur le coteau, en face du Verdre, de l'autre côté de l'Allier. Et tu disais tout à l'heure, il n'y a pas culture et haie peuvent aller ensemble. Elles vont ensemble parce qu'une haie a une particularité qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle arrête l'eau qui ruisselle et comme elle est racinaire, l'eau descend. Donc puisqu'elle descend, elle peut alimenter les cultures. Au contraire, c'est une source et une réserve d'humidité pour les plantations. Donc c'est une très bonne chose. C'est le principe même de l'agroforesterie. Ouais, c'est ça. Le principe même de l'agroforesterie, c'est d'avoir des arbres qui descendent profondément pour descendre l'eau en profondeur et d'avoir des cultures de surface qui pompent l'eau. Et à partir du moment où tu assèches la surface, eh ben, l'eau qui est en profondeur remonte par capillarité, surtout si tu ne travailles pas la terre. Surtout si tu travailles. Mais bon, là, je ne suis pas agriculteur, ni paysan. Alors, agriculteur, paysan, exploitant agricole, bounou. Cultivateur. Hein. Chaque mot a quand même sa signification. Hein. Et c'est que je préfère ces paysans qui entretient son paysage. Pour les cultures, la haie aussi a un effet de protection contre les insectes nuisibles. On s'est aperçu que quand récent, il y a eu des essais faits dans certaines régions il y a quelques années. Je ne trouve pas que ça prend beaucoup d'ampleur, mais il y a eu de laisser pousser des haies en hauteur qui protégeaient des insectes qui étaient prédateurs des insectes qui bouffaient les cultures. Hein. Par exemple, il y a des coccinelles dans les haies qui vont bouffer les poux qui sont sur le blé à côté. Quoi. Puis les oiseaux aussi. C'était les oiseaux, la nidification, tout ça. Hein. Mais je trouve que ça se sait, mais on ne veut pas forcément le développer. Il y a plein de solutions alternatives. Au fond, vous êtes en train de... Moi, j'ai fait mes 15 dernières années d'activité en bio. Je suis persuadé qu'on peut se passer de chimie en agriculture. Je ne peux pas rentrer dans ce débat-là, c'est autre chose. Mais je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal, on est dans une agriculture à deux vitesses. Hein. L'agriculture des grandes régions, des grandes exploitations, avec des productions qui sont dans les marchés mondiaux, tributaires aussi des marchés mondiaux, très fluents. Et on a une agriculture, et c'est là où votre action est tout à fait légitime, de circuit court, proche du consommateur, et c'est ce que ça fait 10 ans que je fais des animations pour mon groupement en bio, pour Unebio, en grande surface, enfin sur les points de vente et tout. Cette agriculture-là, cette production, les consommateurs la recherchent de plus en plus, surtout en viande. Moi, j'étais éleveur, production viande, il y a eu tellement de crises de confiance dans la viande. Hein, Jean-Louis, tu te souviens, depuis l'affaire des hormones, tu peux en parler mieux que moi, hein, toi, tu es à l'origine d'un groupement de producteurs de vente directe, hein, ça va être un pionnier, et les gens, de plus en plus, les consommateurs, sont à la recherche de ça, de la proximité, pour avoir la confiance, pour avoir dans leur assiette un produit qui est sain, quoi. L'avenir, je ne sais pas comment il pourrait être, mais dans un département comme le nôtre, où l'élevage était important, on voit les troupeaux de vaches qui diminuent, et justement dans ces grandes fermes, ou des fermes qui grandissent parce que du coup le père prend la retraite, le fils était déjà installé, donc du coup hop on réunit, et finalement on réunit mais on ne réunit pas les deux cheptels, on baisse d'un côté et on met plus de culture. Et je pense que l'élevage façonne complètement les paysages du bocage.
s'il n'y avait plus d'élevage, je ne vois pas pourquoi le bocage continuerait à rester en vie. Ouais. C'est quand même ce qui... Et du coup, ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens motivés. L'élevage, c'est quand même beaucoup de contraintes. Et finalement, si on peut mettre des panneaux solaires ou si on peut faire des céréales en contrat pour faire du bio-colza ou je ne sais pas quoi, ben forcément... Pour un usage sur place. Voilà, la facilité fait que, et puis la rentabilité. Donc pour le moment, il y a plein d'appels sur d'autres choses que sur vraiment l'agriculture. Essayer de vivre de l'agriculture. Il faut être un peu fou pour être agriculteur maintenant. Franchement. Justement, moi, une question, alors, pour revenir à Terre de Liens, sur être un peu fou pour être agriculteur. Des fois, alors, tu disais, ils peuvent se retrouver plusieurs sur une exploitation, quoi. On sait, et tu l'as dit, le revenu agricole, il est quand même très faible. On a dans notre commune des agriculteurs qui tirent réellement la langue, quoi. Donc, est-ce qu'ils arrivent avec Terre de Liens, est-ce qu'ils arrivent à sortir un revenu? Ma première question. Et puis deuxièmement, en imaginant le pire, si un jour les gens, les porteurs de projets, ne peuvent plus payer le fermage, qu'est-ce qui arrive? Ben, s'ils ne peuvent plus payer le fermage, eh ben, c'est comme dans un cas classique, à un moment, quelquefois ils font appel à la solidarité paysan, et puis à un moment, il faut que ça s'arrête, quoi, s'ils peuvent, parce que nous, il faut bien qu'on ait des revenus aussi. Notre foncière, elle ne peut pas rester sans ces fermages. Donc après, il y a des procédures qui se mettent en place. On essaie le maximum de les aider, mais à un moment, s'ils ne peuvent plus, il faut s'arrêter, quoi, avant que ce soit trop tard. Alors, ta question, du coup, me fait penser à quelque chose. Effectivement, quand un fermier, un agriculteur, un paysan ne peut plus payer son fermage, Terre de Liens se comporte comme un propriétaire. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais Terre de Liens, en fait, quand on prend des parts, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la foncière, ça arrive dans un pot commun. Ce pot commun ne peut que financer l'achat de terre. Elle ne peut en aucun cas servir à payer les salariés et en aucun cas servir à faire des améliorations dans les habitats ou des choses comme ça. Jamais. Ce qui permet de faire tout ça, c'est le fermage payé. D'où le comportement de Terre de Liens, qui est un propriétaire, qui a mis en place des fermages et qui a besoin de ces fermages pour faire tourner l'association, pour faire tourner la foncière et pour pouvoir entretenir les bâtiments. Donc on en a besoin. On peut pas faire autrement. Alors, en fait, ici dans l'Allier, nous avons rencontré, il faut le dire, des difficultés. Et nous, les bénévoles, on s'est un peu agacés parce qu'on trouvait que la foncière n'était pas à la hauteur sur la façon d'aider en fait ces fermiers. On a eu des discussions très dures avec la foncière, mais typiquement sur l'Allier. Et on a réussi à faire évoluer les choses pour que le fermier ne se sente pas, quand il est fermier de Terre de Liens, l'équivalent du fermier qui a affaire à un propriétaire privé classique. Qu'il ait le sentiment qu'il a avec lui une équipe qui peut l'aider, le sentiment que quand il a un besoin, les bénévoles sont derrière et peuvent venir l'aider. Et c'est effectivement ce qui se passe. On parlait tout à l'heure de la ferme de Saint-Hilaire. À la ferme de Saint-Hilaire, il y a des bénévoles qui y sont allés pour retaper une porcherie. Il y avait besoin de le faire. Et ben, on y est tous allés. Terre de Liens a acheté les matériaux et les bénévoles ont remis en état le bâtiment. Bon, voilà. Il y a un mois encore, on a fait des plantations de haies fourragères pour nourrir les chèvres. Tout à fait. Dans la même... voilà. Une autre ferme où le fermier s'est fait voler une partie de son matériel
Ben, il y a une cagnotte qui a été mise en place pour lui racheter le matériel. Ça existe avec Terre de Liens. Ça n'existe peut-être pas dans d'autres cas. Et le bail, c'est qui le signe? C'est la foncière ou Terre de Liens? Mais, ouais. Alors, la Peut-être foncière- pas- il faut que tu expliques ce qu'est la Oui, foncière, d'accord. parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Oui, On alors- n'a pas expliqué. Oui, en introduction, je disais qu'il y avait trois piliers. Trois piliers, oui. Donc l'association territoriale, enfin on en a eu dans l'Auvergne, hein, dans toutes les régions. Alors, juste un truc, une fédération d'associations territoriales. Oui. Fédération d'associations territoriales, il y a des associations Terre de Liens partout en France qui se sont fédérées pour faire une fédération Terre de Liens. Voilà. Donc ça, c'est le premier pilier. Donc c'est une entité juridique, hein, par exemple l'association Terre de l'Auvergne. Et puis donc on a la foncière nationale. Et c'est elle qui achète. Nous on présente un dossier pour l'acquisition, mais c'est la foncière. C'est la Et foncière il qui y a achète. il y a donc des salariés dans la foncière qui traitent le dossier d'acquisition définitive. Et qui signe le bail aussi avec le... Oui, oui. Ah oui, c'est la foncière qui est propriétaire. Alors, et la fondation, c'est Alors la fondation, c'est une autre entité qui reçoit des legs et des dons. Hein, donc c'est un autre fonctionnement. Donc là, ils reçoivent par exemple quelqu'un qui décide de donner à son décès, de donner la ferme à Terre de Liens. Donc c'est la fondation qui va récupérer, même si elle n'en a pas envie parce que c'est mal foutu, etc. Et ben, elle va quand même le prendre et le gérer. Voilà. Oui, parce que la foncière ne peut pas juridiquement accepter un don ou un legs. Elle ne peut pas. Donc une autre structure a été mise en place pour ce genre de choses. Quelle est ta première question? Oui, oui. Non, c'était par rapport aux revenus, en fait. Est-ce qu'ils arrivaient à... Ah oui, alors donc, si on prend par exemple la dernière acquisition, à Chouvigny, eh bien, peu importe la production, ils perçoivent tous le même salaire. Ils ont 1 200 € par mois chacun. Par exemple, si le lait marche moins bien que le maraîchage, que le pain, eh bien, peu importe, ils ont tous le même salaire et c'est 1 200 €. Ils sont en forme scope ou pas? Je me rappelle plus. Je ne peux pas dire de bêtises. C'est- Parce que je crois qu'en plus, ils sont en train de changer. Je crois D'accord. qu'ils sont en train de changer de statut. Parce que de plus en plus, enfin, ça fait partie des réflexions pour l'avenir, de mettre en place des scopes, comme vous avez débattu de ça, avec les scopes de Faux-la-Montagne et de je ne sais plus où. Il y a ce type de projet, mais du coup, il faut arriver à le caler dans les pratiques agricoles et dans le fonctionnement, l'attribution des prêts, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de projets qui réfléchissent un peu là-dessus, du coup, pour être à égalité, avec des productions différentes, mais voilà. Mais quand même, ta question m'interpelle. Tu dis, est-ce que les fermiers ont un revenu suffisant? Ça dépend du travail des fermiers. Nous, au départ, ils nous présentent un projet. À partir du projet, on estime, il a estimé d'abord ses revenus potentiels et nous vérifions de notre côté que ses revenus, ses calculs sont justes, qu'il n'a rien oublié, etc. Mais ensuite, c'est son travail, c'est à lui d'agir pour avoir un revenu suffisant. Alors il peut ne pas en avoir assez, et une des causes du fait qu'il peut ne pas avoir assez, c'est parce que avec les terres, lui sont louées une habitation. Parce que pendant très longtemps, Terre de Liens achetait à la fois et l'habitation de la ferme, les corps de ferme, l'habitation et les terres. Aujourd'hui, nous écartons l'achat de l'habitation. Pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut pas louer une passoire thermique. Or, les fermes aujourd'hui, c'est impossible. Financièrement, c'est pas possible de les mettre aux normes pour pouvoir les louer. Donc aujourd'hui, on n'achète plus de fermes.
enfin, d'habitation. Mais quelque part, c'est une bonne chose. Parce que le fermier, il a d'un côté, il se trouve sa propre habitation. Alors, il essaie de la trouver le plus proche possible du lieu de problème. C'est ça. Ouais. Il essaie de la trouver le plus proche possible de son lieu de travail, de son lieu d'activité. Mais c'est lui qui l'a choisi. Et ce n'est plus Terre de Liens qui fixe le loyer de l'habitation. Et là, ça peut être un vrai problème. Parce que vous avez le fermage plus le loyer. Et ça peut gréver complètement les revenus de l'agriculteur. Et pour préciser ma question, je pense connaître pas mal le monde agricole, de par ma famille et tout. Le travail du paysan ne fait pas forcément son revenu, malheureusement. Je connais des gens qui travaillent énormément et qui ont d'énormes difficultés. Donc ma question, elle était là, parce que qu'on en soit à Terre de Liens ou qu'on soit indépendant, on se retrouve face aux mêmes difficultés pour vendre. Donc voilà, c'est pour ça que le revenu du paysan ne dépend pas forcément de son travail. Parce que je connais vraiment des gens qui travaillent très dur et qui ont travaillé très dur toute leur vie pour rien du tout. C'est pour ça que je pose cette question, parce que je me dis, malheureusement, quand on voit aussi ce que sont les prix agricoles, à quel niveau on rachète les choses, je me dis il peut y avoir des choses formidables. On regarde même sur le bio aujourd'hui. Le bio, il y a beaucoup de gens qui ont fait des marches arrière, parce que c'est quand même très cher. C'est très cher. Et regardez les magasins bio à Montluçon, leur chiffre d'affaires s'est un peu effondré ces derniers temps. Parce que justement, c'est difficile pour l'ensemble des gens. Donc voilà, c'était ma question par rapport au revenu agricole, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est difficile de vivre de la terre quand même. Alors par rapport au bio, certains producteurs me disent que comme ils n'utilisent pas d'intrants, ils n'ont pas d'engrais, etc., le fait que ce soit une mauvaise année, etc., ils sont plus résilients par rapport à un agriculteur qui achète beaucoup de produits pour faire tourner son exploitation. Alors, bon, je ne sais pas, ça dépend peut-être des productions. On a reçu un maraîcher dernièrement, Christophe, qui est venu ici pour nous parler du jardinage et tout, qui est de la Creuse, et qui est effectivement sur un tout petit... Un demi-hectare. Un demi-hectare, il tire un bénéfice assez important. On peut dire son chiffre d'affaires, il nous l'a dit, donc en réunion publique, 75 000 euros. 75 000 euros. Ça m'a trahi, j'aurais pas pensé autant. Donc, oui, il travaille la terre en bio. Donc il nous a expliqué, alors c'est marrant parce qu'on repense un peu à nos grands-parents, comment ils travaillaient la terre. Moi je m'imaginais, c'était exactement ça. On revoyait et puis nous enlever quelques doutes où nous on se disait chaque année il faut labourer le jardin. Bah non, il ne faut pas labourer le jardin. C'est pas forcément la bonne idée. Et lui il travaille toutes ces méthodes et en fait il arrive à. C'est pas un revenu, c'est un chiffre d'affaires, 75 000 euros. Mais malgré tout il nous disait mais je vis correctement, il a quel âge? Trentaine d'années, 40 ans peut-être, je crois. Et on l'a reçu dans le cadre, c'est tout simplement parce qu'on a Sylvie qui est là pour en parler mieux que moi, et puis Dolores ont lancé la grénothèque. Donc en même temps, on a la bibliothèque et on a la grénothèque qui est juste à côté. C'était au moment du lancement cette année de la grénothèque où on a accueilli alors moi je dis un maraîcher, un cultivateur, je sais pas, bio, qui était hyper passionnant dans sa présentation. Et moi je me disais, mais de quoi il vit? Et quand il m'a dit le chiffre d'affaires, je dis waouh! Et quand j'ai échangé avec lui à la fin, il me dit mais j'achète très peu. Voilà, il vend en proximité, il ne va pas vendre très loin. Il ne vient pas sur le marché de Montluçon, je ne crois pas. Il doit s'arrêter aux alentours de Guéret, vraiment dans ces eaux-là. Et donc il arrive à vivre de la terre, quelque part. Alors attention, c'est à petite échelle, et puis voilà. Mais la question du revenu, du coup, tout dépend du mode de commercialisation. Le céréalier, il vend à sa coop ou au négociant, donc il sait que son produit va être vendu, mais il ne va pas choisir le prix. L'éleveur, c'est la même chose, il travaille avec son groupement de producteurs, il sait que rien ne lui restera sur le carreau, quoi. Il ne se pose pas la question de savoir comment il va vendre. Quelqu'un qui choisit la vente directe, il a une marge supérieure parce qu'il fait la vente, mais il y a le côté aléatoire que la vente n'est jamais acquise. Parce que les clients, ça peut bouger, parce que le magasin peut fermer, parce que... Voilà, donc du coup, il y a ce côté aléatoire du revenu qui fait que sur des petits projets alternatifs, c'est compliqué de mettre des chiffres. On peut faire des belles études en disant voilà, on va vendre tant.
Et ben n'empêche que pour un, ça va marcher, et puis pour l'autre, ça ne marchera pas, alors que pourtant les conditions peuvent être réunies, il peut y avoir une petite ville à côté, et il y a quand même de l'aléatoire, quoi. Donc c'est jamais garanti. Alors ceux qui sont dans les productions, on va dire classiques, qui sont accompagnés par la politique agricole commune, il y a ça. Le banquier, il regarde ça. Si dans le projet, les aides PAC, paf paf, elles sont là, il sait que voilà, le gars ou la fille, ils vont limiter les dégâts et assurer à peu près. Mais s'il n'y a pas d'aide PAC, si on est sur un projet en dehors des aides, effectivement, tout repose sur le savoir-faire de la personne, sur son réseau, sur comment il va trouver ses clients. Est-ce qu'ils vend en direct? Est-ce qu'ils vend une grande surface? Après, ça pose d'autres problèmes. Ce qui améliore le revenu aussi, je pense, à confirmer, c'est la transformation sur place aussi. Plutôt que de vendre du lait, il vaut mieux vendre du fromage. Oui, elle est jusqu'au bout dans la valeur ajoutée. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais après, c'est de la manœuvre en plus. Et après, simplement pour rebondir sur votre question, là, sur le bio, vous dites, je pense que le manger bio, c'est un choix de société aussi. Hein. Je vous dis, je fais des animations, là, je suis au contact du consommateur très, très souvent. Il y a des gens qui vous disent, c'est des clichés, le bio c'est cher, ils vont avoir un portable à 1 000 €. Je ne dis pas qu'il faut être mal habillé, ils vont avoir plusieurs centaines d'euros d'habits sur le dos. C'est un choix de société. Il y a d'autres gens qui ne sont pas dans cette démarche-là, mais qui vont acheter du bio. Une entrecôte à 4,50 €, ça leur fait pas peur, quoi. Je pense que c'est un choix de société. Et le bio, malheureusement, au niveau, on veut le casser un petit peu. Parce que le bio, y compris les... je suis désolé de le dire, y compris les organismes qui ont été créés par le monde paysan allemand, les coopératives, c'est leur chiffre d'affaires de vente des intrants. Et quand on est bio, on utilise moins d'intrants, on est autonome, si on a des animaux, on est en autonomie fourragère. Hein. Moi, je l'explique aux gens, hein, quand j'ai fini bio, j'achetais rien à l'extérieur, hein, toute l'alimentation des animaux elle était produite sur la terre. C'est sûr que c'est pour ça qu'on est peut-être moins dépendant aussi et qu'on le revenu est peut-être plus lisible. Merci pour cette explication. Le bio dérange. Il dérange des gens, y compris dans le monde agricole. Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Vous perdez l'essentiel, c'est à venir. Hein. J'aimerais m'interpeller quand même sur quelque chose, mais tu vas m'aider, enfin vous allez m'aider. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous avons des multinationales qui gèrent tout du début jusqu'à la fin. Ils sont propriétaires de la terre et ils maîtrisent tout depuis la terre jusqu'à la vente de la boîte de petits pois que vous achetez. Et en fait, ils ne laissent absolument aucune place pour les paysans. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Et ça m'arrive souvent. Hein, l'intégration. C'est infernal. C'est infernal. Ils rachètent les terres. Voilà. Ils rachètent les terres en privant ainsi des agriculteurs qui peuvent en avoir un peu plus ou des agriculteurs qui aimeraient bien pouvoir s'installer. Ils les privent complètement. Est-ce que vous avez ce sentiment? Est-ce que c'est quelque chose auquel... Oui. C'est inhérent au système capitaliste pour moi, ça. Donc forcément, tant qu'on sera dans ce système-là, bien sûr. C'est pas une impression, c'est comme ça. C'est pas récent non plus. Hein. On a eu le problème d'intégration en élevage porcin ou en volaille. Hein. Souviens-toi, Jean-Louis, la porcherie de la Rébussole, là, hein, reprise par des... On avait un entraînement de paysans encore la production, mais là, il n'y a plus rien. L'agriculteur, ça sera un salarié de... on veut l'asservir au grand système, voilà. bien sûr. Ouais. Et malheureusement, l'augmentation de la taille des exploitations va dans ce sens-là. Plus de reprise possible par un agriculteur, donc il faudra... Et oui, comme les terres sont trop grandes, c'est forcément une multinationale qui, elle, a les moyens, elle peut racheter la terre en question.
Aujourd'hui, on reprend une ferme de polyculture élevage qu'on appelle moyenne dans le département. Le gars, s'il n'a rien, c'est pas sa banque. La banque ne peut pas suivre. Enfin, moi, je comprends la banque qui dit non, il ne pourra pas rembourser de toute façon. C'est sûr. Aujourd'hui, une exploitation de polyculture, c'est les bâtiments, c'est le matériel, c'est le cheptel. Hein. Donc le foncier, il y a une possibilité. Est-ce qu'il ne faudra pas étendre le système d'apporteurs de capitaux au-delà du terrain, au-delà du foncier? Terre de Liens a une autre action que celle qu'on a évoquée. Elle est aussi conseil. Donc nous avons des salariés et nous sommes conseils. Par exemple, Terre de Liens intervient dans le cadre d'une réflexion menée par des collectivités locales sur la mise en place d'un plan alimentaire territorial. Nous avons des outils, nous avons des connaissances qui permettent d'accompagner telle ou telle collectivité pour parvenir à cela. Alors le plan alimentaire territorial, c'est quoi? C'est tout simplement qu'une collectivité, à travers son PLU, met en place un système qui permette qu'une partie de la nourriture, globalement c'est ça, une partie de la nourriture soit produite dans un périmètre sur la commune, dans la mesure du possible, alors sur la commune ou sur la communauté de communes, si c'est à l'échelle d'une communauté de communes. Et donc la Terre de Liens a des compétences à travers ses salariés, à travers un certain nombre de bénévoles, pour accompagner ces collectivités dans la création de ces plans alimentaires territoriaux. Et c'est un aspect important, parce que plan alimentaire territorial veut dire production sur place. Ouais. Alors, et pas forcément des fermes de taille importante. Au contraire, ce sont des fermes de petite taille qui permettent de mener une réflexion globale de façon à mettre en culture les surfaces appropriées à la demande du territoire concerné par le plan. Et ce n'est pas si important que ça. Et les collectivités ont la possibilité de préempter à travers un plan territorial qui a été voté, ils peuvent préempter des terres. Et voilà, la boucle est bouclée, et ils n'ont plus besoin de terre de Liens. Ils ont préempté la terre, elle appartient à la collectivité qui met dessus un fermier. Et donc vous avez fait le même travail, finalement, que Terre de Liens. C'est vrai qu'on pourrait imaginer sur la production légumière dans une commune un peu importante où avant il y avait des jardiniers, des agents espaces verts et tout ça, et finalement il pourrait y avoir des maraîchers en fait, avec du terrain et qui du coup pourraient produire pour la cantine, pour la maison de retraite, parce que ça demande effectivement beaucoup de réflexion, parce que moi je me rappelle avoir été contactée par une municipalité qui dit bon ben alors voilà, en légumes vous pouvez nous faire 400 repas midi. Ben non, on ne peut pas vous faire 400 repas midi. C'est pas possible, ça veut dire qu'il faut réfléchir à qui va produire les patates, qui va produire les carottes, et organiser le truc, et ça demande du temps, quoi, et une réflexion, et après au sein des services municipaux de se dire qui prépare la bouffe. Parce que personne n'a le temps d'éplucher tous les légumes comme avant, donc il y a des choses, il y a des légumeries qui peuvent se mettre en place pour préparer des carottes qui sont sous vide et finalement qui sont prêtes à être cuisinées, coupées en rondelles ou en ce qu'on veut. Mais ça veut dire que pour les municipalités, il y a de la place pour faire des choses comme ça. Et je reviens sur la question du logement. Nous, à la Confédération Paysanne, on pense qu'il y a un problème de logement au niveau de l'agriculture, que ce soit pour les cédants qui n'ont pas forcément envie de partir du village ou de partir de chez eux. Et du coup, comment on loge les cédants, comment on loge les nouveaux, et peut-être que, je sais pas, il faut faire des foyers jeunes travailleurs, vieux travailleurs, trouver une formule pour que finalement ces gens-là restent là plutôt que de partir
à la ville plus loin, alors qu'ils pourraient être encore dans le village, quoi. Encore 3-4 mandats. J'ai juste une dernière question, puis je m'excuse parce qu'après je devais vous quitter, parce que j'avais un rendez-vous, enfin j'ai invité des gens chez moi, ils vont arriver. Et parce que Donc, ça on n'arrive m'interpelle. pas tout de suite, Thierry, on Non, arrive non, bientôt. mais prenez votre temps. Non, ma dernière question, c'est que Christophe en parlait, et moi je reviens, Pierre connaît bien aussi, hein, je reviens de Camplon d'Aude, là j'ai passé la semaine et tout, et on parlait du photovoltaïque. Et je me disais, comment les syndicats agricoles se positionnent par rapport à ça? Comment on va se positionner? Parce que Christophe le disait, c'est 400 hectares là à Coutine, au-dessus, hein. On a un projet quasiment tous les jours. Du côté de Camplon d'Aude, ils sont victimes aussi de la sécheresse, là-bas, catastrophique des vignes. Ils arrachent les vignes. Et le maire de Camplon me disait, c'est faramineux, mais sur 12 personnes, 12 ont signé pour l'implantation de panneaux photovoltaïques sur ce territoire. Et nous, j'ai bien peur que d'ici peu de temps, on soit confronté à ça, parce que, comme tu le disais, ça rapporte plus aujourd'hui d'avoir des plateaux, peu importe l'avenir, quoi. Donc la position des syndicats est assez unanime, je pense. C'est de dire on a déjà suffisamment de surface de toits de bâtiments agricoles pour voir venir. Quand ça sera fait, on verra. Hein. Tout ce qui est toit de bâtiments agricoles, tout ce qui est parking, tout ça, on peut déjà voir avec ça. Il y a encore une loi à faire là-dessus, avant d'aller sur des terrains agricoles. Après, il y a les carrières, il y a les terrains. Oui, mais du coup, il n'y a rien qui, pour le moment, stoppe la machine. Et en se disant de quoi on a besoin, où est-ce qu'on a... Combien on a de projets, Christophe? Les seuls, je crois, qui peuvent bloquer les projets, et encore, on n'a pas tous les pouvoirs de décision, mais c'est de sortir les... Alors tout à l'heure, j'imagine, quand je disais qu'on allait sortir la faux et autres, mais je l'avais dit au sous-préfet, ça l'avait fait sourire un petit peu, mais il est assez crispé quand on parle de faux. Il n'a pas les mêmes idées, mais on va le faire changer, ou il changera. Vous avez quelque chose de sortir de faux, sur des vrais, et puis voilà. En projet? Non, de Chasmet, de la commune, en surface agricole. En surface agricole, bonne question. Pour avoir tant de projets que ça. C'est surtout qu'ici, c'est à peu près sur 400 hectares. Et le premier projet que l'on a eu, c'est sur Coutine, 95 hectares. Ouais. 95 hectares énorme. où vous avez un chemin qui traverse. Donc vous avez les panneaux, certes, mais ils doivent être protégés, donc ils sont grillagés. Donc ça vous crée un couloir. Alors moi, j'ai participé à une réunion à la DDT pour ce projet-là, parce qu'on était conviés. J'étais surpris, la DDT a contré le projet en disant non, mais 95 hectares, c'est même pas la peine. Puis on voyait que le porteur de projet, mais franchement, c'était lamentable. C'était un amateurisme, mais total. Et ce qui était marrant, c'est que le propriétaire n'était pas là, des terres. C'était un peu dommage, je me suis permis de le relever. Ça aurait été bien qu'il soit là pour présenter son projet, et non pas que le porteur de projet. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'ils entraînent avec eux des exploitants agricoles. C'est-à-dire qu'ils font miroiter que dedans, ils vont louer la terre à 4 exploitants agricoles pour mettre des moutons. Sauf que moi, j'ai alerté les 4 exploitants qui étaient là, qui ne parlaient pas, qui ne disaient rien, qui subissaient, je pense, la chose. Et je leur disais, mais vous savez que quand vous allez utiliser le terrain, vous risquez de taper les panneaux, et c'est à vous de vous assurer pour ça. Alors je suis assez bien placé pour leur expliquer, mais le coût de l'assurance, c'était le coût de ce qu'ils allaient toucher. Donc en fait, ils allaient exploiter les terres, nettoyer les terres, je dis bien nettoyer les terres, autour des panneaux, c'est plus cultiver, c'est nettoyer les terres pour zéro. Pour zéro. Donc en fait, ils n'avaient rien. Et ils n'avaient pas relevé le fait qu'eux, ils étaient persuadés d'être gagnants. On leur avait mais alors, embelli la chose, mais de manière formidable. Comme on a essayé de nous l'embellir quand ils sont venus ici. Hein. Ils ont essayé de nous l'embellir. Mais bon, forcément, ça n'a pas fonctionné parce qu'on est un peu dur de la feuille. Et on avait fait pareil pour l'éolien. L'éolien, on s'était posé la question en 2020 hein, de dire voilà, on va entendre le porteur de projet, on va entendre les gens qui sont contre l'éolien. Et ce qui était marrant, c'est que lors de la première rencontre, alors moi je peux le dire ouvertement, c'est qu'avant les élections municipales de 2020, je n'arrivais pas à joindre le porteur de projet pour le projet éolien de Chasmet. Il ne répondait plus, ni aux SMS, ni aux appels. On a été installé le 28 mai. En juillet, ils ont demandé à me rencontrer en plein Covid. C'était dans cette salle. On était 3, eux ils étaient 2, moi j'étais seul. Et ils m'ont dit, alors, j'aime bien manger. Mais ils m'ont dit, c'est dommage que les restaurants sont fermés, on voulait vous recevoir en Château-Saint-Jean. Alors j'aurais fait comprendre que les rendez-vous mairie étaient en mairie, et vous voyez qu'ils venaient déjà pour nous acheter. Donc vous voyez, et ils ont la même méthode avec les exploitants agricoles. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que j'ai alerté les 4 exploitants en leur disant, je ne suis pas contre vous.
Mais je suis également avec vous. Vous allez mettre les doigts dans l'engrenage, mais pardonnez-moi d'être vulgaire, mais c'est une connerie monumentale, quoi. Et ne vous laissez pas faire, parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Alors, vos dossiers, là, dès qu'il y a un dossier, il passe à une commission. On a dû vous l'expliquer à la DDT, qui s'appelle la CDPTAF. Je regarde, Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est une commission qui a été mise en place dans je ne sais plus quelle loi de modernisation, il me semble, de 2012, non, je ne sais plus exactement. Suite donc à la disparition, parce que le foncier disparaît à vitesse grand V. Hein. Il disparaît en France en surface agricole utile, l'équivalent d'un département comme l'Allier tous les 10 ans. C'est énorme ce qui va en tout ce qui est donc construction, route, tout ça. Il y a eu un gaspillage de foncier dans certains secteurs. Il y a aujourd'hui des friches industrielles, il y a eu un gaspillage énorme de foncier, il y a une prise de conscience, et donc, entre autres, pour le photovoltaïque, les dossiers passent. La CDPNAF, les syndicats représentatifs sont présents. Moi, enfin, c'est pas moi, mais j'ai un représentant qui participe régulièrement. La majorité donc, est contre les dossiers, et après, elle a qu'un avis consultatif, et après, ça remonte au préfet. Aujourd'hui, c'est pas la position, il est pas là depuis longtemps, le nouveau préfet, la préfète, la précédente, là, celle qu'on voyait beaucoup, là, était contre tous les projets, tous les dossiers. C'est plus elle, voilà. Je ne sais pas la position qu'il aura, mais je l'ai vu être contre des projets pour lesquels le commissaire enquêteur avait mis un avis favorable. Elle est revenue sur l'avis du commissaire enquêteur, donc tenir compte de la commission de la CDPNAF et non pas celui du commissaire enquêteur. Après, le préfet... Et ils essaient même de vendre en fait ces porteurs de projets, de dire on trouve un agriculteur à installer, c'est très pernicieux. En Corrèze, il y a une foncière qui s'est montée, c'est incroyable comme système. Et du coup, ils achètent des terrains, ils trouvent les porteurs de projets et ils disent, bah voyez, on installe des agriculteurs et en mettant des panneaux, donc c'est fabuleux. Donc, et à Voussac, il y a ce type de projet où il y a une jeune agricultrice qui pourrait s'installer sous les panneaux. Et, sous les panneaux. Sous les panneaux. Et du coup, la discussion, c'est si vous refusez ce projet, c'est dommage, ça fait une agricultrice en moins. Super. Alors, c'est quoi qu'il a dit, Marie-Claude, là. On ne parle plus de photovoltaïsme, on parle d'agrivoltaïsme, avec des panneaux beaucoup plus hauts, sur lesquels on peut mettre, non pas des moutons, mais des bovins, ou même de la cultiver. Culture, la commenterie, c'est de la culture. Il y a, c'est ça, il faut être très vigilant, il y a une étude de l'INRA, qui est sortie il y a environ un an, qui prouve qu'il n'y a pas tant de perte de production agricole que ça. L'étude ressort que on peut bien concilier la production énergétique et la production agricole. Il faut trouver les plans adaptés. Après, moi, je vois plus derrière un problème environnemental, parce que ça sera des machins avec des blocs de béton au sol, forcément, pour tenir des panneaux. Je ne sais pas si vous avez un taureau d'une tonne et demie qui se frotte après, il faut quand même que ce soit solide, et il faut que ce soit fixé au sol. Oui, mais ça fait des espaces fermés, et comme tu disais, s'il y a des chemins qui passent, ça boucle, je sais pas, tu passes non, mais je suis d'accord. Alors, nous, on n'avait qu'un avis consultatif. Moi, je trouvais que c'était déjà pas mal de nous donner l'avis consultatif. Alors, voilà. Donc maintenant, on essaie de travailler en amont, c'est-à-dire qu'on commence à avoir je parle uniquement communal, à avoir la réputation de défendre notre territoire et le bocage. Donc aujourd'hui, on entraîne, on ne va pas crier victoire, mais de gagner un peu. C'est-à-dire que les exploitants nous appellent avant et ils nous disent, si je fais, c'est ce qui s'est passé à côté, si je fais tel projet, comment tu te positionnes? Je leur dis clairement, et je leur dis, c'est pas ma position, c'est la position du conseil municipal, et on est là, au nom des administrés, et regardez, ils nous suivent à chaque fois qu'on prend cette décision. Donc en clair, c'est la population. C'est pas moi, Christophe Leclerc, qui est contre les panneaux photovoltaïques ou contre l'éolien, c'est l'ensemble de la population. Donc derrière, ils freinent. Et la ferme d'à côté, il dit, du coup, j'y vais pas. Alors c'est marrant, parce que le promoteur, il va chez l'autre à côté. Alors l'autre, il appelle après. 8 jours après, et pendant 8 jours, vous faites que ça. Mais quand on est dans cette position-là, on est en position de force, parce qu'on est vraiment
aux prémices du projet. Que celui de Coutine, il nous a un peu tombé dessus, ils ont été encore beaucoup plus malins, c'est-à-dire que c'est sur 3 communes, un tout petit peu la Chapelaude, un petit peu plus coursé, on va dire 10% la Chapelaude, à peu près 25% ou 20% coursé, et le reste sur Chasmé. Les premiers qui sont allés voir, c'est qui? Coursé et la Chapelaude. Pensez bien, ils ont dû se dire, si on va voir les fous à Chasmé, ils ne vont jamais accepter tout de suite et ça va freiner. Et nous, bah, on a maintenu notre position, c'est-à-dire qu'on a dit, mais attendez, en plus vous ne manquez pas d'air, vous venez nous voir en dernier alors que ça va être 3/4 sur notre commune. Mais vous voyez qu'ils sont quand même assez filous et ils travaillent un peu comme ça en disant, bah, si les 2 autres communes sont d'accord, forcément l'autre il pourra juste se taire. Ah non. Mais il faut qu'on sorte les dents, il faut qu'on maintienne, enfin nous on le dit, on l'écrit maintenant hein, sur nos courriers, on l'écrit sur nos documents, la passion de notre territoire, mais on le dit mais fermement, quoi. C'est la passion de notre territoire et de défendre notre territoire. Et c'est marrant parce que moi, je suis content, on ne se connaissait pas. Ou alors si je vous ai rencontré, vous ne m'en voudrez pas. Parce que ça m'a pas marqué. Autant il y a 3 autres personnes que je connais assez bien. Mais voilà, mais moi je suis heureux et fier d'avoir fait votre rencontre. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je voudrais dire quelque chose. Je ne sais pas comment vous êtes organisé au niveau du regroupement de communes, mais par exemple, pour la communauté d'Aglo de Montluçon, on est quand même 21 communes. On a réussi à se mettre d'accord, les 21 communes, pour voter dans le PLUI, donc les surfaces qui vont être dédiées, donc aussi bien photovoltaïque qu'à l'éolien. De façon à ce qu'il n'y ait pas un maire qui craque quand on est chez le voisin, voyez, et puis que ça se multiplie. Donc voilà, donc on a déjà réussi à faire une entente sur 21 communes. Donc vous, au niveau du regroupement de communes, vous pouvez le faire aussi. À partir du moment où c'est voté, c'est opposable. Alors nous, on n'a pas fait comme ça. Voilà. On allait encore plus loin. C'est-à-dire que 2021, 22, ouais, je suis un peu perdu dans les... C'est passé tellement vite ce mandat. Heureusement qu'on a eu une année de Covid, sinon... En 2020, normalement. Oui, mais je veux dire, ça nous a perdu. Mais j'ai reçu un appel téléphonique, je dirais 2022, par un porteur de projet pour de l'éolien sur la commune de Chasmé, au lieu dit Coutine, décidément, ça s'est prisé là-bas. Et la première chose, on m'a dit, mais vous verrez, monsieur le maire, du bourg, vous ne verrez pas le projet. Et forcément, c'était un rat de la Chapelaude. Moi, je suis natif de la Chapelaude. Je me suis dit, oula. Donc, j'ai dit, bah non, on n'est pas intéressé, voilà, je vais argumenter, on n'est pas intéressé, on donne pas de suite. J'ai vite appelé mon homologue de la Chapelaude et je lui ai dit, Alain, méfie-toi, si on me l'a fait à moi, on va la faire aux autres. Conseil communautaire suivant, j'ai demandé à ce qu'il y ait cet ordre du jour et j'ai fait voter à l'unanimité, et j'en suis fier, un moratoire qui dit que sur chaque commune, donc vous voyez qu'on a encore plus loin, c'est-à-dire que nous on n'a pas dit on va mettre tel et tel terrain, nous on a dit c'est non. Et c'était le bon moment parce que ça serait maintenant, je ne suis pas sûr que ça fasse à l'unanimité, parce que comme vous dites, beaucoup d'élus ont des tendances à... Il me semblait que vous aviez l'obligation... voguer un peu. Il me semblait que les collectivités, les regroupements de communes, les communautés de communes avaient l'obligation d'avoir des surfaces. Alors, c'est pas qu'on est obligé d'avoir des surfaces, c'est qu'on est obligé d'avoir un certain nombre de kilowattheures. Donc c'est différent. Sauf que dans ce qu'ils nous proposent, ils ont oublié de nous dire qu'il faut tenir compte de ceux qui sont existants. Nous, on en a déjà. On a déjà quelques éoliennes sur Saint-Martignat, c'est notre communauté de communes. On a déjà des panneaux photovoltaïques. On me disait, on ne tient pas compte de ceux qui sont sur les bâtiments. Bah pourquoi? Moi j'ai un grand bâtiment chez un agriculteur, panneau photovoltaïque. Ben, il compte pour ma commune. Désolé, il compte. Il est privé, mais il compte. Les éoliennes sont privées. C'est pas sur des terrains publics. Donc derrière, on a voté ce moratoire, unanimité. Donc là, je me suis dit, génial. Projet de Aude, il fallait que la communauté de communes vote. Présente aux communautés de communes. Alors, c'est passé à la majorité, mais il y en a 2 qui ont voté pour le projet éolien et qui avaient voté pour le moratoire. Bon, bref, il y en avait 2. Voilà. On ne va pas se fâcher avec Saint-Désiré, j'ai cité personne. Et on a dit, on y va comme ça. Projet éolien, Épineuil-le-Fleuriel. Parenthèse, politiquement, Saint-Désiré, Nadège Vermez. Mais comme quoi, des fois, même, on peut voter pour le capitalisme, même en étant de gauche. Peu importe. Épineuil-le-Fleuriel, un projet également, qui nous touche. Épineuil, Saint-Vite, qui nous touche. On doit se prononcer, la communauté de communes. Vu que Chasmé est limitrophe de Saint-Vite, on doit se prononcer. Les 2 mêmes ont voté OK pour le projet, sauf qu'il y en a 5 qui sont abstenus. Donc vous voyez qu'en peu de temps, la mentalité change. Dont notre conseiller départemental, qui a voté, qui s'est abstenu, alors que normalement, il me semble que le président du département n'est pas favorable à l'éolien.
Oui. Notre conseiller départemental Il est a voté le moratoire, Il est photovoltaïque, lui. a voté le moratoire, et là, aujourd'hui, bon. Donc vous voyez que les mentalités changent. Ça fait déjà 7 personnes qui ont changé leur vision. Aujourd'hui, nous, 7 personnes qui changent, on se dit, voilà, il faut vraiment, vraiment être vigilant. Donc vous voyez que le moratoire a été voté. Le moratoire, ça peut changer à tout moment, 2026. 2026, prochaines élections municipales, changement communautaire, avec changement du nombre de représentants, qui va diminuer. Ça, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais ça va diminuer. Tout est fait, en fait, pour que le petit peuple ait moins de représentation. Ce n'est que ma vision, mais bon, j'en suis persuadé. Ce qui veut dire qu'on n'a plus qu'un an, et après on ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être que notre moratoire, il va voler en éclats, et puis... C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Par contre, le PLUI, il reste. Alors, nous, on n'a pas de PLUI. Et ben voilà. Et vous, je peux même aller encore plus loin, c'est que nous, dans la commune, on est toujours en RNU. Ah ouais. Alors ne criez pas tout fort, la presse est partie, c'est bon. C'est qu'aujourd'hui on a un projet de lotissement qui normalement va être acté. 18 lots. Mais heureusement qu'on n'a pas de carte communale, heureusement qu'on n'a pas de PLU, et heureusement qu'on n'a pas de PLUI. Et l'année dernière, on a eu 4 permis de construire, 4 mises en œuvre qui sont construites. Et on est en RNU. Et pourquoi vous n'avez pas de PLU? Ça a été un choix? Ça a été comme ça depuis le début. Moi je me suis dit 2026, août 2026, la loi devait être actée, on devait le mettre en place. On commençait à regarder, j'ai accéléré pour qu'on puisse vendre nos fameux 3 terrains en haut du stade. Parce que vous savez qu'on regarde les dernières constructions nouvelles. Je me suis dit, Chasmé avec 4 constructions, j'ai regardé toutes les communes autour, même Uriel, il n'y en avait pas. Enfin, ils ne nous battaient pas. Donc je me suis dit, là, si jamais il y a un PLUI, on devrait être en force, ça devrait aller. Et bien là, la loi, elle est passée à la trappe, on peut rester en RNU. Donc vous voyez, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je me pose la question, c'est pour Et vous n'avez pas de difficulté pour les terrains à construire que vous... Ben, c'est surtout qu'il faut batailler. C'est-à-dire que c'est à la main du maire, il faut argumenter. Mais il faut argumenter parce que c'est normal. Moi, demain, si au milieu d'une exploitation agricole, il y a une personne de Molusson, de Commentry ou d'ailleurs, ou même de Désertine, qui me dit « mais moi, je voudrais bien construire ici parce que j'ai un petit bout de terrain », je lui dirais bah, « écoute, non, moi, je ne vois pas l'intérêt de construire une maison en plein milieu. Tu vas embêter l'agriculteur, il faut emmener tous les réseaux. » Donc voilà, c'est du bon sens. Et ce bon sens, je pense que nous, élus, on est capable de l'avoir. On n'a pas besoin de quelqu'un au niveau du département, de la région ou de l'État pour nous le faire comprendre. Je ne sais pas si ça va durer bien longtemps. Finir par mal finir. Non, justement, vos dossiers, là, ils doivent passer à cette commission. dont je vous parlais, la fameuse CGT, si vous n'avez pas de PLU. Certainement, ouais. Mais à chaque fois, j'argumente pour un permis de construire. J'ai été contacté par 2 maires dont les dossiers avaient été refusés, les permis de construire avaient été refusés, alors que ce n'était pas justement à cause de cet argument de disparition des terrains, alors que c'était des terrains qui vendaient en proximité. C'était logique, c'était pas en pleine campagne, c'était au bout de... à la sortie de son village, à côté d'autres maisons et tout. C'est la difficulté de ne pas avoir PLU. C'était des petites communes qui avaient... C'était Roc et... D'accord. Vas-y Gérard. Oui, bon, moi j'apprends beaucoup ce soir. Je suis petit-fils de paysan, fils de mineur, donc toutes les bases de ce département, je dirais. Et donc j'apprends beaucoup ce soir. Je voulais poser une question parce que j'étais prof dans ma vie antérieure, je dirais. Et j'avais pas mal de relations avec les lycées agricoles. Quel type de paysans forment les lycées agricoles actuellement? Et deuxième question liée au lycée agricole, est-ce que Terre de Liens intervient dans les lycées agricoles pour parler du type d'agriculture justement qu'on souhaite? Donc on va intervenir, je pense, j'ai pas tout l'historique, mais je pense pour la première fois dans un lycée agricole le mois prochain. On est déjà intervenu il y a 2-3 ans. Ah oui, donc ça arrive effectivement que nous intervenions sur le lycée agricole, comment il s'appelle? À Neuvy. Au lycée ou au CFPPA? C'est au CFPPA. Oui, oui. D'accord, au centre de formation oui. pour les BP, enfin les diplômes qu'il faut pour s'installer, mais pas en formation. Alors c'est une intervention qui va durer 3-4 heures, hein, c'est pas sur la scolarité. Ouais. Mais par contre, Terre de Liens est intervenu énormément sur l'autre lycée qui était à côté de Nevers. Chaluis. Chaluis. Il est intervenu à Chaluis.
professionnel. Il y a, oui, alors de quand ça date Maraîchage, je ne sais plus, spécialisé dans le maraîchage. oui, enfin bref, c'était très intéressant, on a été très très bien accueillis. On arrive au bout. Est-ce qu'il y a des... La question, si je peux me... Oui. Je sens un peu le fond de votre question, là. Je n'ai pas trop de contact avec la formation, mais ça évolue quand même un petit peu dans les établissements d'enseignement agricole. On n'est plus dans la notion de productivisme, on est plus dans une logique environnementale. Enfin, parce que moi j'avais des relations avec le lycée agricole de Landes, à côté de Clermont, et comme c'est juste à côté de Limagrin, on voit le type de formation qu'ils pouvaient faire, quoi. Là, enfin, je ne sais pas, Marie-Claude, ce que tu en penses, mais moi, il me semble que ça évolue un petit peu. Moi, je pas trouve qu'il y a vite. encore beaucoup de boulot. Oui, non, mais bon, c'est plus l'époque. Enfin, moi, il y a 40 ans que je suis sorti du lycée agricole. C'était. On apprenait à faire pousser du blé et puis à faire une ration pour une vache, quoi, c'est tout. Hein. Aujourd'hui, ça évolue quand même si c'est pas simple. Et on est en train de sentir un petit. Je vois ça, moi, chez mes voisins, qu'il y a un petit conflit de génération différent de celui que j'ai vécu, moi, à l'époque. C'est-à-dire que c'est plutôt les enfants là, qui vont s'installer, moi je le vois avec les fils de mes collègues, là, qui disent ben non, il faut peut-être penser à produire différemment aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est général, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup à faire, mais ça ne va pas se faire en une nuit, quoi. Ça évolue un petit peu quand même, je pense. Notons le scepticisme de Marie. Oui, non, c'est parce qu'il y a toujours une envie d'agriculture, comment je pourrais dire, encore plus poussée. Il n'y a pas eu très longtemps, ils ont des démonstrations de drones, voilà, il y a sur l'intelligence artificielle, sur les tracteurs automatisés, enfin, il y a quand même une envie d'aller vraiment là-dessus, et l'agriculture biologique, bon, c'est un peu, ça nourrit pas son homme. C'est l'exclusion du paysan surtout. Tout ça, c'est l'exclusion du paysan. On enlève l'humain, hein. Toutes ces techniques, hein. Ça sert qu'à ça. Enfin, ça sert qu'à ça, pardon. Il faudrait que je l'exprime autrement. Mais la conséquence, c'est on enlève le paysan. Son savoir-faire, goûter la terre. Enfin... Oui, mais ça peut être un apport technique, une facilité de gagner du temps, mais finalement, on gagne tellement de temps que, en fait, moi, je vois pas un agriculteur qui a du temps. Ils sont toujours tous hyper débordés malgré toute la technologie qui... Je dis pas qu'il faut revenir à l'ancien temps, mais en fait, il faut prendre du recul et mesurer qu'est-ce qu'on gagne et, au bout du compte, quoi, parce que... Bah effectivement, il reste 4 paysans, tu as de la chance d'en avoir encore 20 sur Chasmé, mais tu as beaucoup de communes où des fois il y en a un, voire deux, il n'y a plus grand monde. Hein. Il n'y a plus grand monde et du coup il n'y a plus de vie, on dit il n'y a pas de vie dans les communes, mais le plus simple pour le travail, tant que toute la fibre n'est pas dispatchée partout et que tout le monde sera en télétravail, grâce à la fibre, le plus simple, c'est quand même d'avoir des agriculteurs dans les campagnes pour les faire vivre. C'est un choix. Enfin, quand on est agriculteur, on a un choix des fois. Moi, j'ai eu en formation agricole cette notion de productivisme, mais bon, j'ai réfléchi un moment, quoi. Je suis assez fier de dire, moi aussi, mon arrière-grand-père est arrivé métayer sur la ferme en 1904. J'ai autant d'arbres et de linéaires de haies que lui avait. T'arraches un petit peu, mais 120 ans après, hein, quand j'ai laissé la ferme, sur 4 générations, ça fait... Puis j'ai vécu, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Quelques mots comme prise de conclusion? Oui, alors, si vous voulez adhérer à notre mouvement, eh oui, il faut le dire quand même. ou si vous voulez être contacté sans adhérer, temps de réflexion, mais si vous voulez avoir des informations supplémentaires, on a une petite grille que vous pouvez remplir en mettant votre nom, prénom, et puis vos coordonnées pour qu'on vous rappelle. Voilà.
Donc, si vous souhaitez. Et puis Ça, sinon, oui. Ça, c'est l'adhésion, mais tu as aussi la possibilité d'acheter des parts au niveau de la foncière. Et d'acheter des parts aussi. Voilà. Voilà. Alors, sachez quand même que la foncière, il faut le dire, c'est une réalité, donc je ne veux pas vous dire, elle a quand même de l'argent. Aujourd'hui, il y a moins de terres, de cédants et de porteurs de projets qui se présentent qu'il y a de porteurs de parts qui amènent de l'argent. Donc si vous connaissez des porteurs de projets et des cédants qui seraient intéressés pour que Terre de Liens fasse en sorte que leurs terres deviennent un bien commun, nous sommes preneurs. Parce qu'on pourrait en acheter des terres. Vraiment. Surtout qu'on n'achète plus de bâtiments. Comment vous faites pour les repérer? C'est là où Ah ben, c'est-à-dire On est que... connu un peu. Oui, mais on nous contacte. On est contact. On nous contacte et puis on a une plateforme qui s'appelle, comme à la Chambre d'agriculture, elle s'appelle Objectif Terre, où il y a des cédants qui mettent leur propriété et il y a des porteurs de projets qui disent je cherche. Voilà. Et puis il y a des gens qui nous appellent. C'est quand même le point le plus difficile. On sait qu'il y a des cédants, il y a des gens intéressés, mais le lien ne se fait pas toujours. Ben, donc voilà, une adhésion si vous voulez. Après, l'étape suivante, c'est de devenir bénévole aussi, et puis aussi de prendre des actions, effectivement. Des parts, des actions, j'aime pas ça. Ça mérite ce que je Et par ailleurs, on a mis une carte de la région Auvergne sur la table derrière, avec les fermes Terre de Liens. Et donc, c'est un petit jeu où vous pouvez placer les fermes sur la région Auvergne. Devinez comment elles se positionnent. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que c'était clair pour vous, notre intervention. Et donc on vous remercie. Merci à vous. Non, c'est très pas inversé quand même. Merci. C'est nous qui vous remercions chaleureusement, même si vous êtes venus de notre département, et c'est pas sans importance pour nous. Bravo d'avoir fait cet effort. Je pense qu'on a vécu une soirée, si vous êtes d'accord avec moi, simple, mais très palpable dans sa réalité. C'est pas de grands envolées oratoires, c'était près du terrain, près de la vie, et c'est intéressant. Et en plus, cette soirée, moi je vais vous inviter à prendre des actions aux rencontres de l'atelier. Cette soirée est assez représentative de qui nous sommes, parce que peut-être vous ne me connaissez pas beaucoup, c'est pas mal expliqué dans mon dos, mais au fond ce soir, et je te remercie de l'avoir dit, on a fait en quelque sorte le procès de ce qui existe aujourd'hui. Et ça a un nom, ça s'appelle le capitalisme, qui est argent, argent, argent. Nous combattons à l'atelier, pas sous la forme de dire, nous disons, il faut se mettre en commun pour une nouvelle société. Et deuxièmement, ce que vous avez dit, c'est ce dévouement, cette action citoyenne, etc., qui conduit à installer des jeunes, même si votre action, vous ne souffrirez pas, est encore modeste géographiquement et dans le volume, elle existe, elle est palpable, elle va dans le bon sens. Vous m'aiderez tous. Nous travaillons cette idée de l'intervention citoyenne. On a reçu la NEF, c'est une nouvelle économie fraternelle, c'est des citoyens qui ont constitué une banque. Nous avons reçu, qui sont venus du Puy-de-Dôme, nous avons reçu des gens venus de Montpellier, qui ont construit, qui font vivre, au nom sans difficulté, une sécurité sociale alimentaire. Aidez-moi, qu'avons-nous fait encore ce printemps? Le Larzac, c'était quand? On a fait le plateau du Larzac. Vous savez, on devait faire une immense caserne, une immense terrain militaire, et les gens du Larzac, qui sont en coopérative, sont venus nous expliquer comment ils vivent aujourd'hui. C'était très prenant, presque poignant, la lutte qu'ils ont menée et où ils en sont aujourd'hui. Mais on a un trou, il y a de la Creuse, là. Jean de la Creuse, la Syrie, le plateau de Millevaches. Des citoyens qui ont monté une scierie à Faux-la-Montagne, à la frontière de la Haute-Vienne et de la Creuse, à partir d'un petit démarrage, mais maintenant qui avance. Mais on en oublie encore un. Donc si vous voulez, on travaille cette idée, non seulement on voudrait que cette situation qui est en train de prendre à la gorge la paysannerie française, on voudrait qu'elle cesse, mais on avance l'idée
que tout changement dans ce domaine, comme dans tout autre de notre société, le rôle premier revient aux citoyens. Si bien que nous montrons ces exemples du concret aujourd'hui, mais si jamais, après tout, Moulins et la Flic, c'est pas si loin, je parle pour vous deux, mais même pour ceux qui viennent un peu à côté de Moulins, ou ceux qui viennent à côté de Montmarot, si vous voulez revenir le 14 mai, on s'interrogera alors, mais est-ce que nos anciens, nos aînés ont eu un exemple qui nous aiderait à montrer la force de l'intervention citoyenne? Le 14 mai, nous recevons un écrivain que nous ne connaissons pas, mais nous l'avons lu et ça nous a tout à fait intéressé, Michel Pigenet, qui a écrit un livre sur les États généraux de la démocratie en 1945. Ce que beaucoup de gens, et celui qui vous parle en premier, ignoraient, à peu près du début de l'automne 1944 jusqu'au 14 juillet 1945, terminaison des assises, il s'est tenu en mains et mains endroits, pas partout, avec des milliers et des milliers, sans doute des centaines de milliers de personnes, mais peu au regard des peut-être 50 millions d'habitants qu'il y avait à l'époque. Il y a eu des états généraux en disant voilà ce que nous voulons. Il y avait le programme du Conseil national de la résistance qui était en gestation, mais ces citoyens se sont rassemblés, ont parlé et ont émis des idées. La sécurité sociale s'est enrichie de cet apport. Donc on fera ça le 14 mai. Et puis, je me suis permis de t'interroger. Au fond, ce que vous faites à Terre de Liens, c'est de la mise en commun. Oui, c'est ça, complètement. Alors, il y a deux zèbres en France. L'un est philosophe, l'autre est sociologue. Mais cette vision un peu particulière et très partisane m'en appartient. Ils s'appellent tous deux Bernard. Ils s'appellent tous les deux Bernard. Bernard Friot et Bernard Vasseur. Ils ont pris à bras le corps ce problème de la citoyenneté qu'ils ont appelé la mise en commun. Et quel est le titre de leur livre? Ne sursautez pas, le communisme qui vient. On a des gars comme celui-là, ou d'autres, ça ne m'étonne pas maintenant de ta bouche, et puis on est quelques-uns comme ça. On prend le livre, on prend l'exposé. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Nous, l'atelier, on va jusqu'à l'intervention citoyenne. Et pourquoi vous allez plus loin, etc. Et on arrêtera. Et on arrêtera. Et puisque je suis parti, pour que vous preniez des actions, on a commencé à s'interroger, que ferons-nous la saison prochaine? Nous marchons par saison, de septembre-octobre à mai-juin. Qu'est-ce que nous vivons actuellement? Nous l'avons résumé en 3 temps, au niveau national et international: le fascisme, la guerre, la paix. Le fascisme, je ne peux pas exposer trop long, ce qui se passe chez nous, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, dans d'autres pays. La guerre, c'est dramatique. C'est tous ces morts en Ukraine, ces 50 000 Palestiniens, dont plus de 15 000 enfants tués, les 1500 Israéliens sauvagement assassinés par des terroristes, qui n'avait rien à voir avec le mouvement de libération du peuple palestinien d'ailleurs, peu de choses. Donc on est à l'ébauche, et si on faisait avec des gens qui ont des connaissances, des compétences, des expériences, si on parlait, pour repousser ce que nous vivons actuellement, si on parlait de fascisme, guerre et paix. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous mets entre les mains de monsieur le maire, parce que je crois que... Non, je me suis trompé. La prochaine rencontre de l'atelier, c'est pour le 24? Non, c'est le 14 mai. C'est le 14 mai. Oh bon. Qu'est-ce qu'il m'a dit le 24? C'est toi. Il reste à vous remercier. Et puis, alors, je crois que... Mais c'est pas obligatoire. De vous remercier? Non, la suite que tu allais dire. Alors, c'est là que je vais prendre le mot. Alors, il me reste à vous remercier. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être vous accompagner pour démonter, peut-être, je sais pas, je vois pas la perche qui m'est tendue. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un attrait un peu aux vignes. Vous pensez bien que tout bon débat ne peut se conclure que par le verre de l'amitié et ce moment de partage. C'était ça? Comme tu l'as emmené de loin. Hein. C'était ça. Bon. Mais c'est pas obligé, c'est